Le Club Sexu présente À quoi tu jouis. La saison 5 est rendue possible grâce à Feu Eco, des bougies de soya faites au Québec. La clé d'un bon cuni, c'est de regarder la personne, regarder ses sensations, et des frissons, des gémissements. Qu'est-ce qui te fait plaisir? De parler de qu'est-ce qui te fait plaisir, de juste parler de fantasmes aussi avant. Je pense que tu amènes un bon point qu'on ne peut pas assumer. Il n'y aura pas une recette magique parfaite parce qu'elle risque d'être sûrement mésadaptée. T'sais. On peut faire un curry, mais il y a plein de recettes de curry. C'est un peu... Ben oui! Quel lien avec le cuni? Je pensais que tu t'étais trompé. Non, Mais attends, Je pensais. non, c'était voulu, là. Ton que je veux, curry, le meilleur. Le meilleur. Ricardo. Laïma, on sort d'un épisode fantastique, vraiment, sur le vagin et la vulve. C'est un épisode qui fait miroir à un épisode sur le pénis qu'on a fait la dernière saison. Donc, on a récolté les questions du public qu'on a séparées par plaisir, mythe et anatomie. Oui. Et on y répond. L'énergie était tellement bonne. Vraiment. Pour vrai, là. J'étais la seule personne qui n'avait pas de vagin autour de la table et vraiment, je me filais quand même. Oui, puis c'est intéressant parce qu'une de nos invitées, Vicky, quand je l'ai rencontrée en pré-entrevue, en préparant l'épisode, on constatait que même quand on a nous-mêmes un vagin, qu'on est propriétaire d'un vagin, d'une vulve, in this economy, it cost a lot of money, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Ouais. Peut-être parce qu'on ne nous les a pas enseignées, peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études ou qu'il y a un grand tabou en fait, qui entoure le vagin et la vulve. Et donc, c'est pour ça que je suis super fière, en fait, qu'on accorde un épisode complet à cet organe-là qui mérite beaucoup d'amour et Vraiment. beaucoup d'attention. Oui, puis c'est étonnant parce qu'on n'a pas reçu beaucoup de questions sur le plaisir non Oui, plus. c'est vrai qu'on a constaté ça. Ouais. Beaucoup de questions sur est-ce que je suis normale, une question aussi sur la vaginoplastie, donc plus pour les femmes trans, mais pas beaucoup de questions sur le plaisir. Oui, exact. C'est comme si les gens avaient des questions sur l'anatomie puis différentes conditions, mais peu de questions pour le plaisir. Et on trouvait qu'il y avait peut-être quelque chose de révélateur, mais ne vous inquiétez pas parce qu'on parle de plaisir, en voulez-vous? Ouais. En voilà. Et il faut rester jusqu'à la fin parce que c'est la première fois de l'histoire de À quoi tu jouis où la question qui twerk se fait sermonner. Presque cancel. Ouais, presque. Je l'ai échappé belle. Ouais, donc on vous souhaite une très bonne écoute. Bonne écoute. Juste une petite note avant de commencer l'épisode. Vous allez peut-être remarquer que dans cet épisode, on ne parle presque pas de douleur au niveau du vagin, ni de squirt, puisque ce sont des sujets qu'on a abordés en long et en large dans d'autres épisodes. Donc, si vous êtes particulièrement intéressé par ces sujets-là, vous pouvez aller écouter notre épisode sur la pénétration pour en apprendre plus sur les douleurs. Et si vous êtes très intéressé par le squirt, rendez-vous dans notre épisode Fluide corporel. On tient aussi à remercier nos voisins de local, Malinky, qui est une agence de prod qui, encore une fois, nous prête de l'équipement vidéo, ce qui est vraiment, vraiment précieux pour nous. Oui, merci Malinky. C'est grâce à vous qu'on a l'air aussi fabulous dans l'éclairage. Merci! Merci. Justin, je profite de la présence odorante de nos chandelles Feu Eco pour te révéler que l'odorat, c'est le sens qui est le plus lié à la mémoire. Est-ce que tu savais? Ça me surprend tellement pas. Puis c'est fou à quel point on associe ce qu'on sent à une personne. Genre, une first date, si le parfum de quelqu'un te plaît pas, c'est terminado, tu sais. Mais dis-moi, est-ce que toi, tu aimes ça, les odeurs pendant le sexe? Les odeurs corporelles, pas tant que ça. Unpopular opinion quand Ok. même, là, mais j'aime ça quand ça sent genre rien, un corps. Mais je suis assez dry à ce niveau-là, tu sais, pas de musique, pas d'odeur, plate. Puis toi? Ben, je te dirais que moi, si c'est un peu la sueur des corps échaudés, oui, je peux aimer ça, oui. Mais à la limite, l'arôme d'une chandelle, ça me dérange pas trop. Surtout si c'est genre sapiné ou citronné. Tu sais, par exemple, cette chandelle-là de Feu Eco, citron melon, ça le ferait pour moi, là. Tu sais, quelque chose de genre zesté, rafraîchissant. Ça, c'est mon genre d'odeur pour baiser. Oui, on dirait que je te vois bien là-dedans. Oui, ça m'étonne pas. Moi, de mon côté, je te dirais que j'irais peut-être avec lilas et lys. Oh, floral. Ben, c'est peut-être parce que ça me rappelle le printemps. Puis tu sais, quand ça sent les lilas un peu partout dans la Ça te ville, rend on dirait horny, que les fleurs. ça me rend horny. Fait que peut-être que, ouais, j'associe ça à la sexualité. Merci Feu Eco d'ajouter des odeurs à nos galipettes avec vos bougies faites à la main, écologiques et durables, avec des parfums pour tous les goûts. Et en plus, vous pouvez utiliser le code promo Club Sexu pour 10% de rabais. Merci, Feu Eco. Merci.
Salut tout le monde! Allô? Alors, aujourd'hui, on se rassemble pour parler de vagin et de vulve. Comment tu te sens, Justin? Je me sens bien, I'm listening. J'ai mon cahier, j'ai mes notes. Un J'ai mon allié crayon. aujourd'hui. Alain, Ah, Alain! J'adore! Alors, je vais commencer par vous présenter, vous, nos invités. Alors, tout d'abord, Vicky Mercil. Tu es infirmière depuis 2012. Tu as été infirmière d'urgence pendant 10 ans à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est d'ailleurs là qu'on t'a vu dans De Garde 24/7. Exactement. Pour ceux et celles qui ont écouté. Et maintenant, tu travailles au Centre de santé des femmes de Montréal depuis 3 ans, notamment parce que la santé des femmes t'a toujours intéressée. Absolument. Et tu dis toi-même que ton féminisme professionnel se démontre en rendant chaque histoire unique, en déstigmatisant et dédramatisant les inquiétudes des femmes. J'adore cette approche. Vraiment. Sur le plan personnel, tu m'as confié que tu es une crackpot de vin nature. Un peu. Tu as presque 300 bouteilles dans ton 4,5. Ben voyons. Et tu es aussi en train de planter un verger de 462 pommiers dans le bas du fleuve, éventuellement parce que tu veux faire du cidre. Exactement. Et c'est hyper intéressant parce que tu traces des liens entre l'agriculture et ce que tu aimes chez l'humain. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est vivant. Tu sais, quand je dis que j'aime le vin, c'est le vin nature aussi. Donc, j'aime vraiment tout ce qui est fait naturellement. C'est drôle se promener dans le verger. C'est vivant, ça réagit, ça dort, ça se fait attaquer par des micro-organismes comme nous. Ça aime beaucoup l'amour. C'est capricieux. Fait que c'est très humain, je trouve, l'agriculture. Wow, j'adore ce que j'entends. Et Morag Boson, salut. Salut. T'es sexologue, chercheuse, conceptrice de contenu sexologique pour le Club Sexu et grande prêtresse sexu autoproclamée. Oh oui. Elle dit ça, là. Elle dit ça, ouais. elle dit ça. Et c'est d'ailleurs toi qui analyse et approuve les confessions que l'on reçoit via le confessionnal sur le site Internet du Club. On t'entend souvent dans les médias, à Ici Première notamment. Je suis toujours tellement contente de t'attraper. Au moins, Seigneur, vous n'êtes pas encore tannés. Parfait. Et c'est la 3e fois que tu participes au podcast. On t'a reçu pour parler de désir à la saison 1, pour parler d'orgasme à la saison 4. Bon, là, je me suis rendu compte que désir, c'est notre épisode le plus populaire ou un de nos épisodes les plus populaires. Oh. Et orgasme, c'est, selon Justin et moi, un de nos épisodes les plus drôles. Oh. Alors, Morag, la barre est vraiment haute. C'est comme une Ça va faire le All-Star. top À quoi tu joues All-Stars? All-Star. Ça se passe pas bien, c'est la 3e Ouais. fois, On là. fait le top 3 ce soir. Exact. Et là, Morag, toi, t'as pas de verger, Non. comme Vicky. Non, mais je t'es vais aller chez Vicky, par exemple. Exact. Mais par contre, je sais que t'es une fan de plantes. Oui, Tu les nommes une par une. tout à fait. Donc, à la lumière de toutes ces informations, je pense qu'on peut conclure que les personnes qui tripent sur la sexualité humaine aiment la verdure. Am I right? Écoute, je les aime. Je sais pas si elle dirait que je les aime adéquatement, par contre. Il y en a beaucoup qui ont été des expérimentations. Ah, OK. Ben, comme Mais les comme notre pommes. Exactement. Ah, Oui. comme notre corps. Oh. OK. Bon, ben alors, je vous propose qu'on se lance dans notre première section. Anatomie. Première question pour vous, qu'on a reçue de notre communauté. C'est quoi la différence entre la vulve et le vagin? On commence avec une question quand même fondamentale. Absolument. Et c'est une question qui semble très de base, mais qui est beaucoup, qui est beaucoup méconnue pour la plupart de la population, même les personnes avec une vulve et un vagin. La vulve, dans le fond, c'est l'organe génital féminin qui est externe, comprend beaucoup d'éléments. Donc, on y va avec l'orifice du vagin, le méa urinaire, donc l'ouverture de l'urètre. On a le clitoris, dans le fond, le bout du clitoris, qui est le gland du clitoris, recouvert de son capuchon. On a les petites lèvres, les grandes lèvres, on a le pubis, le périnée qui se rend jusqu'à l'anus. Et certaines écoles de pensée vont mettre l'anus aussi dans le kit vulvaire. Les Ah kits ouais. vulvaires, j'adore. Kit Oui. vulvaire. Puis ces écoles-là, c'est des écoles modernes ou C'est plus anciennes? Ben, c'est juste qu'on on a remarqué qu'il y avait des terminaisons nerveuses qui pouvaient avoir un rôle dans le plaisir sexuel. Donc, on met ça dans
vu que la vulve aussi a un rôle dans le plaisir sexuel. C'est pas juste le clitoris. On peut en parler plus tard, si vous voulez. Assurément. La vulve a un rôle de protection contre les infections, contre tout ce qui peut s'intégrer dans le vagin, et aussi pour le plaisir sexuel, comme je l'ai dit. Et le vagin, c'est l'organe génital interne féminin, qui est comme un tube fibromusculaire qui a une capacité de se contracter. C'est encore méconnu aussi son rôle exact, mais on remarque qu'il y a aussi un rôle dans le nettoyage, si on veut, de faire sortir le sang et les sécrétions vaginales par l'orifice, et aussi dans le plaisir sexuel de la femme. Oui, puis je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, parce que je me demandais pourquoi on avait autant de difficultés à différencier les deux. Hein? Puis finalement, les gens, je pense qu'en fait, il y a une grande méconnaissance de c'est quoi la vulve, point. Je pense qu'on associe que le vagin, il y a comme le vagin interne et le vagin externe, même que souvent, admettons des expressions plus communes, par exemple du cunnilingus, les gens vont dire « j'ai mangé son vagin ». On va jamais dire « j'ai mangé sa vulve », alors que c'est pas mal pas ça qui se passe partout, en fait, là. Donc, on associe, on pense qu'il y a comme un grand vagin, interne et externe, mais non, c'est une vulve à part entière, là, avec plusieurs parties. Les gens sont gênés de dire le mot vulve. Oui. Vulve. Oui. Vulve. Tu sais? Pourquoi tu penses? Ça part de vraiment longtemps. Juste de parler de sexualité féminine, ça a gêné longtemps les gens. Le médical aussi n'en parlait pas. Tu sais, il y a eu... Ça a pris du temps avant qu'il y ait des médecins femmes. Puis c'était considéré comme très dévergondé, très... c'est vulgaire, parler des organes génitaux, un organe génital féminin. Fait que, puis même être évalué une vulve pour un médecin dans le temps, c'était considéré comme irrespectueux et indécent. Fait que même les dissections des corps féminins, ça a pris longtemps avant que ça se commence. Fait qu'il y avait rien dans la médecine par rapport à l'anatomie féminine. Donc, juste ça peut en dire gros aussi sur... Ça a pris du temps avant qu'on dise les mots, qu'on montre aussi. Puis encore aujourd'hui, on a vraiment des croûtes à manger sur... Pourtant, c'est un beau mot, je trouve. Ben oui. Mais je trouve quand même. Moi aussi, je qu'il trouve. est bien construit. Moi aussi, je trouve que ça fit. Il y a une douceur Ça glisse. à ça quand même, Ouais. oui, exact. Vagin est pire, peut-être. Vagin. C'est plus agressif. Ouais. Je sais pas. Mais t'aimais beaucoup le mot cyprine la dernière fois vraiment. aussi. Ouais, ça fait t'évoquait quelque sucrine, chose. Ouais. Mais qui est Ouais. comme une saline laitue, là, vraiment bonne. Mais tu parlais de la fonction auto-nettoyante, en tout cas du côté nettoyant du vagin, puis on a reçu énormément de questions avec ça. Oui. Plusieurs personnes se demandaient à propos du pH, des bactéries, du débalancement aussi de la flore vaginale. Donc, quelqu'un se demandait comment gérer les vaginites récurrentes. Donc, cette personne-là nous dit « vaginose sans arrêt, même sans relation sexuelle avec un savon adéquat. Quoi faire? Ça a un grand impact sur la vie sexuelle. » Comment on répond à cette question-là? Ça peut être très long comme réponse. Ouais. Et avec beaucoup de points d'interrogation à la fin quand même. Là, mais une vaginite, c'est une infection à la levure. Donc des champignons. Donc on va la traiter avec des antifongiques. On a des levures dans notre vagin, mais c'est quand il va y avoir une prolifération de champignons que là, on va parler d'une infection aux champignons. Donc, quand il y en a trop. Quand il y en a trop. Okay. Il y en a aussi il y a plusieurs types. Il y en a des normaux, puis il y en a qui vont faire partie de notre défense. On appelle ça un microbiote là, de notre flore normale. Puis, il y en a qui vont s'ajouter quand notre flore va être diminuée. Une vaginite va avoir des symptômes comme des pertes épaisses, des pertes grumuleuses. Bon, on compare beaucoup à du fromage cottage. Je suis désolée pour les fans de fromage cottage, mais j'en suis une et j'en mange toujours, même si je travaille avec des vaginites. Un n'empêche pas l'autre. Non, absolument pas. Toast le matin. C'est ça. Mais c'est beaucoup l'inconfort de la femme. Je vais beaucoup utiliser le mot femme. Je m'excuse, je travaille au centre de santé des femmes. Je les appelle les femmes, mais je veux vraiment... Personne avec un vagin, femme. Exactement. Toutes les personnes qui ont un vagin peuvent se sentir incluses dans ce qu'on dit en ce moment-là. Oui, tout à fait. C'est les douleurs causées par les démangeaisons, les sensations de prurite, d'enflure. Ça, c'est typique d'une vaginite. Puis une vaginose, c'est une infection bactérienne, donc causée par des bactéries qui sont nocives. On a des bonnes bactéries. Dans le microbiote aussi, on a des bonnes bactéries qui s'appellent des lactobacilles. Eux, ils vont nous défendre, puis ils vont s'attaquer aux mauvaises bactéries. Mais quand notre flore elle est diminuée, ben là, on n'est pas capable assez d'attaquer
les mauvaises bactéries. Donc, on peut développer une infection vaginale qui s'appelle une vaginose bactérienne. On la traite avec des antibiotiques. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas le même traitement Donc, aussi. c'est pire une vaginose. C'est pas pire, c'est juste des micro-organismes, des micro-agresseurs différents. OK. C'est causé les deux par des changements de pH, des changements dans notre flore bactérienne et fongique. Pour les prévenir, c'est les mêmes recommandations que je peux vous dire aussi, là. Est-ce que c'est fragile, la flore vaginale? Pour certaines femmes, oui. C'est beaucoup influencé. Il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer là-dessus. Puis des fois, c'est des facteurs qu'on peut pas contrôler comme exemple des menstruations. Ouais, ça les peut hormones, beaucoup jouer. ouais. Il y en a C'est qu'on peut... contre-instinctif quand même. Hein? Moi, je trouve, j'ai parlé avec justement beaucoup de personnes qui ont un vagin, puis que finalement, ça revenait souvent, en fait, cette idée que le cycle hormonal, le cycle menstruel, va avoir un impact et peut causer des vaginites, souvent. Puis, mais même des fois, qui vont s'en aller d'elles-mêmes. On a beau, tu sais, t'as envie de te dire, ton premier instinct, c'est naturel. Le corps, il est fait comme ça, puis c'est censé être auto-nettoyant. Fait que pourquoi il se trahit, tu sais? C'est quand même, c'est logique. Ouais. Tu sais, puis c'est logique aussi quand on comprend le pourquoi les menstruations peuvent modifier ça. Tu sais, le sang a un pH à 7,35. Le vagin, C'est neutre. c'est ça, c'est neutre. Le vagin va avoir un pH plus acide pour se protéger. S'il y a beaucoup de sang qui passe dans notre vagin, ben veut pas, ça fuck le pH. Ah, oui! Exact. Un allié! Here it is! Ou un fan de série C'est ça, je m'en noire. allais dire. Oh my God! Vous connaissez la référence? Absolument. Oui. On va fucker son pH. Ouais, on y fuck le pH. Ouais, ouais. C'est excellent. J'adore. Ouais. Oui, Je sais il me semble que oui. Fait que ça va. On va y aller avec Fuck le pH. écrit par François Letourneau. Mhm. Bref. Mais pour revenir à la question quand même de la personne de notre communauté, comment gérer les vaginites récurrentes? Donc, cette personne-là a beau avoir un bon savon, faire attention, pas avoir trop de relations sexuelles, ou en tout cas, même se limiter avec ses relations sexuelles, mais elle en a quand même. Quoi faire? On veut éviter les agents irritants pour éviter de fucker notre flore bactérienne ou fongique. Et l'irritation va causer des micro-lésions, donc une entrée pour les micro-agresseurs, si on veut, donc les mauvaises bactéries et les champignons. Donc, mettons, juste si on parle du savon. Un savon doux, un savon qui va pas être irritant, donc sans parfum. Il y a des gens qui vont se scrubber parce qu'on a peur. On a beaucoup de peur concernant la propreté de notre vulve. Oui, on va y revenir à ça, d'ailleurs. Probablement une des pires causes, puis c'est ancré dans notre mentalité, ça, beaucoup, faut vraiment se nettoyer. Les seules parties du corps qui ont besoin d'être nettoyées très régulièrement, c'est la bouche et les mains. OK? La vulve, il y a des moments particuliers, tu sais, après une relation sexuelle, quand tu as des fuites urinaires, des fuites fécales, beaucoup de lubrifiants, si des gouttes de sperme, oui, on va essayer de plus se Tu vas enlever des nettoyer. résidus, finalement. Exactement, là, qui ça. peuvent modifier ta flore ou ton pH, mais tu n'es pas obligé de tout le temps te scrubber. Bref. Puis je pense aussi que c'est important juste de rajouter parce que on parle quand même de la santé du vagin, mais il faut pas nettoyer son vagin. Hein? Quand on dit nettoyer, c'est que la vulve. Il faut vraiment pas rentrer à l'intérieur. Puis il y a des personnes aussi qui, même avec des savons, même s'ils pensent que c'est doux, même si qu'on pense aussi aux douches vaginales qui existent, mais je pense que tu es d'accord avec moi, elles sont très contre-indiquées. Là. Comme idéalement, on utilise de l'eau, on essaie de frotter, on essaie de dégager les petites peaux, des grandes lèvres, les petites lèvres, puis c'est pas mal tout. Là. C'est un four auto-nettoyant pour une raison. Oui, là. c'est exact. Four auto-nettoyant, on entend souvent Oui. que c'est un organe qui est auto-nettoyant, comme un four. Donc, il fait son travail aussi la plupart du temps, si je comprends bien. C'est une muqueuse. C'est comme l'œil. L'œil va avoir des larmes pour se protéger et pour enlever des résidus qui peuvent causer des infections. C'est la même chose. Ah, c'est une bonne comparaison, ça. Ça vient de sortir. Là, il y a des pertes aussi. Oui, dans le sens que tu ne penseras jamais à mettre du savon dans ton œil pour le nettoyer. Ça va irriter, tu le sens. Oui, c'est ça, vrai. mais... Ouais. Puis la douche vaginale va plus causer de l'irritation, va tout briser ta flore. Puis c'est vraiment... Il y a beaucoup de femmes qui s'en font, puis que c'est impossible aussi à enlever ça de leur tête ou de leurs habitudes pour plusieurs raisons, mais ça va vraiment beaucoup créer des infections. Mais ça fait, c'est ça, un cercle vicieux, en fait. c'est ça. Surtout avec ça commence Tu à repars tout le démanger, temps tu à as des zéro. sécrétions, ça sent. Donc là, tu as envie de remettre un savon qui sent le lilas, puis ça ne fait que continuer. Là. Fait que, oui. Puis à quel moment tu vas voir un professionnel de la santé? Bien, des infections récurrentes, tu sais, quand que
dans la prévention, je peux en dire beaucoup plus, là, mais quand tu as tout essayé, puis ça fait plusieurs infections que tu as dans une année, on parle de comme 4 à 5 infections par année, ça peut être une consultation. Ben, même quand tu as juste une infection, tu consultes. Puis si après, ben, tu recommences tout le temps à avoir des infections, ben là, tu consultes pour des infections récurrentes. Comme ça, on va aller donner des traitements différents. C'est les mêmes médicaments, mais on va les donner plus sur une durée plus prolongée. Aussi, on va aller traiter avec d'autres sortes de médicaments parce qu'on suspecte des causes plus. Tu sais, exemple, tantôt, j'ai parlé de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries. Il y a aussi, ça s'appelle un biofilm. C'est comme une cape invisible là, que les micro-agresseurs vont créer qui permet de passer undercover des antibiotiques. Fait que c'est une résistance. C'est une résistance, puis on va aller investiguer, voir s'il y a une présence de ce biofilm-là, puis qui pourrait causer des infections récurrentes. Puis c'est là qu'on va aller donner de l'acide borique, par exemple. Fait qu'on ajoute des traitements. Mais tu sais, il faut toujours consulter un professionnel de la santé parce que il y a beaucoup de pays que tu peux acheter de l'acide borique dans les pharmacies, puis en fait, ça détruit. Ça tue. L'automédication, là, c'est pire. Mais en fait, ça va faire la même chose. Tu vas aussi détruire ta flore et là, tu te retrouves avec un problème. Ben, c'est vrai que moi, dans mon expérience personnelle, j'ai été abonnée au vaginite il y a quelques années, mais tu sais, récurrente. Puis tu sais, à un moment donné, tu essaies de trouver c'est quoi le trigger, qu'est-ce qui fait que ça revient tout le temps, tu sais. Puis la personne qui nous a posé cette question-là dit que ça a un grand impact sur sa vie sexuelle. Moi, c'était mon cas, là. Tu sais, t'as pas envie que ton vagin soit pénétré par un pénis ou un jour, peu importe quoi. T'es gênée par les symptômes. T'es gênée parce que tu parlais de fromage cottage, tu sais, c'est vrai que c'est pas nécessairement... C'est pas tout le temps appétissant. C'est pas gracieux dans ta bobette, là, tu sais, t'as comme moins envie, mais c'est aussi parce que quand t'en as de façon récurrente, ça fait quand même mal, tu sais, c'est une démangeaison, mais ça brûle aussi, puis il y a de l'enflure, fait que... Qu'est-ce que, tu sais, d'un point de vue sexologique, Maura, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Ben oui, totalement. Je pense que ça peut même, tu sais, ça atteint la santé mentale, ça atteint la santé sexuelle de la personne, tu sais, puis on parlait, je pense aussi que justement, quand c'est récurrent, je pense que c'est bien d'aller chercher de l'aide parce qu'il y a des limites peut-être aux recherches que tu peux faire puis à quel point tu peux te responsabiliser. Tu sais, puis à un moment donné, ça devient un sentiment vraiment d'impuissance, en fait. Tu as beau tout essayer. Tu sais, on recommande souvent de s'assurer qu'on ne garde pas les vêtements après le gym pour l'humidité. Ah ouais, ou après la piscine, exactement, un maillot. Moi, c'était ça beaucoup. Tu sais, qu'on ait des sous-vêtements qui respirent, qui sont en coton, justement, de laisser respirer le plus possible, de ne pas utiliser de savon. Tu sais, fait que ça peut te donner une impression que tout va dépendre de toi, en fait. Puis que si toi, tu fais bien les choses, ça va bien fonctionner, mais ça peut énormément affecter. Je pense que c'est important quand même de voir jusqu'à quel point ça vient nous affecter notre estime personnelle, tout ça. Peut-être qu'on a besoin d'en parler à quelqu'un. Ça peut être avec des professionnels en santé sexuelle comme des sexos, mais ça peut peut-être être des fois d'en parler à ses amis, aussi d'en parler juste à quelqu'un, parce que même aussi aller chez le médecin à répétition ou d'aller voir des professionnels à la santé, tu sais, j'ai beaucoup de témoignages quand même de personnes qui me disent, ben oui, la personne, elle va me donner mon traitement, mais ça marche pas, je sens que je suis pas entendue, je suis pas écoutée. Puis c'est pas nécessairement qu'il y a un mauvais service, mais il y a une détresse qui est là que peut-être ton professionnel a pas le temps de recevoir. Puis tu as besoin de le dire, par exemple, je le crois pas que c'est comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui se disent, ben je me sens dégueulasse, je me sens intouchable, je me sens un peu lépreuse. Puis ça, tu as besoin de le dire à quelqu'un qui va le recevoir. Puis aussi, c'est ça, c'est de voir, en effet, tu pourrais avoir envie de retrouver une vie sexuelle, mais peut-être que tu n'en as pas envie non plus parce que tu ne te sens pas du tout désirable, mais tu ne te sens pas non plus désirante. Tu n'as pas envie parce que ça peut faire mal, parce que tu n'as pas envie de gérer cet inconfort-là. Donc, c'est de voir aussi quelle est la meilleure façon de négocier pour ton bien-être. Mais je pense que c'est ça, c'est vraiment pas sous-estimer à quel point ça peut affecter l'estime personnelle, parce que ça peut être très, très rough, là. Vraiment. Il y en a qui vont aller dans le surtraitement, il y en a qui vont dire... C'est mieux de laisser aller la flore. On va voir, le vagin s'auto-traite aussi. De toujours prescrire des antibiotiques ou des antifongiques, ça peut affecter la flore puis créer un cercle vicieux. Mais il y en a qui vont vouloir faire ça parce que plus tu gardes une infection, on dit que c'est plus à risque d'avoir d'infections plus graves ou d'autres sortes d'infections. Fait que nous, au centre, puis ça fait partie de qu'est-ce que tu disais tantôt dans ma pratique, le féminisme, la femme... On donne toutes les informations, puis tu prends ta décision après. Si t'es pas incommodé, laisse. T'sais, laisse le temps, laisse ton vagin faire ses trucs, puis tu vas t'auto-guérir, Si t'as des symptômes qui persistent, qui sont vraiment incommodants, que t'es pas bien dans ta sexualité, ben
OK, là, on va te traiter, mais on va donner des antibiotiques, on va donner les médicaments, tu sais. On a parlé du cycle menstruel tantôt qui peut beaucoup jouer. Bien, attends tes menstruations, puis peut-être qu'après, ça va être parti. Exactement. Ouais. Puis, finalement, t'es plusieurs cycles à faire ça. Puis là, le cerviceux, il a été comme brisé. Oui, moi, ça décrit parfaitement mon expérience. Parce que l'affaire aussi, Justin, toi qui n'as jamais eu de vaginite... Laisse ton vagin faire ses trucs. Laisse-le vaginer en paix. L'affaire, quand tu as une vaginose, tu prends des antibiotiques. Quand tu as une vaginite, ce que tu as besoin, tu sais, les antifongiques sont en vente libre. C'est ça, mais c'est tu ça peux qui les m'a fait acheter. penser que c'était pire une vaginose, parce que tu as besoin quand même. D'avoir Ouais, une donc, consultation ouais, c'est ça. médicale. Exact. Mais aussi, oui, c'est ça, tu peux les acheter par toi-même. Puis c'est vrai que moi, à un moment donné, j'étais comme chaque mois, oui, tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai fait, c'est peut-être un peu intense. Fait que j'avais arrêté de me traiter. Puis c'est exactement ça. Ouais. J'attendais mes menstruations, poup, ça allait mieux. Puis là, ça revenait le mois d'après, mais sur une période de 3-4 mois, ça a fini par arrêter tout seul. Ouais. Mais j'avais pris d'autres méthodes aussi, là, tu sais, genre une lessive un petit peu plus bio. J'avais pris... je mangeais moins de sucre aussi à certaines périodes. Tu sais, j'avais fait des changements quand même. J'avais changé mes sous-vêtements. Je faisais attention à ne pas garder un maillot mouillé sur moi trop longtemps. Tu sais, fait que j'avais ciblé quand même quelques habitudes à modifier. Mais à un moment donné, ça a fini par partir. Tout à fait. Puis, tu sais, on parlait aussi des relations sexuelles, mais je pense que c'est important dans ces moments-là. Souvent, on a l'impression que c'est un peu en dépit, fait que ça nous tente moins. Mais ça peut être intéressant d'investir dans une sexualité qui concerne juste pas la génitalité ou qui concerne pas la vulve ni le vagin. Il y a beaucoup de personnes que juste se donner le droit, par exemple, de garder sa culotte. Ça permet qu'on voit pas nécessairement les sécrétions si ça nous met mal à l'aise et... Je veux dire, on n'est pas obligé de dire non à sa sexualité, mais il faut voir, encore une fois, niveau de confort. Tu sais, ça sert à rien d'essayer d'avoir une séance de plaisir si tout le long, tu es en train de te demander si tu as des sécrétions ou si ça sent ou tout ça. Tu n'es pas dans le plaisir du tout. Oui, parce qu'une vaginose, ça vient souvent avec une odeur. Souvent, on dit une odeur un petit peu plus de poisson, tu sais. Fait que souvent, on dit que nos vulves n'ont pas besoin de sentir le lilas, mais c'est vrai que si l'odeur se modifie vraiment puis que ça se rapproche d'une odeur de poisson, là, c'est peut-être une bonne idée de consulter. Ça peut être un indicateur. Bien, c'est vraiment si... Tu sais, c'est ça. Non seulement ça ne doit pas sentir le lilas, ça doit sentir aucun champ de fleurs non identifié de toute façon. Juste les bougies feu et cool. Mais une bougie, si tu veux que ça sente comme ça dans la chambre. Mais oui, c'est normal d'avoir des odeurs aussi. Puis encore une fois, des fois, c'est super chiant de se faire dire ça, mais justement, c'est naturel. Chaque vagin a son odeur, mais aussi ça peut varier dans le cycle. Donc, ce qui est important, c'est de voir quand est-ce qu'il y a une odeur qui est surprenante par rapport à ce qui est habituel, de surveiller peut-être à quel point c'est puissant, est-ce que ça sent fort, puis aussi si justement ça ressemble à une odeur de poisson. Mais sinon, des fois, ça arrive aussi des débalancements de pH, mais qui vont se régler, qui ne vont pas nécessairement finir en vaginose ou en vaginite. Fait que des fois, aussi, il faut laisser le vagin, encore une fois, s'auto-nettoyer. C'est drôle quand vous parlez de la flore vaginale. C'est comme... On dirait que ça me fait penser à du vin nature, justement. C'est tellement fragile, biodynamique, imprévisible. C'est jamais le résultat. Trust the process. Exact. Biodynamique. Des bonnes bactéries. Exact. Des fois, on parle de levure. Il y a des levures. Exact. Bref, Ouais. fallait que je le dise. Ça fait une protection. Un bon vin, c'est unique, hein, Ben, finalement. un bon vagin. C'est pas bouchonné. Faut pas que ça soit bouchonné. Ça devient bouchonné, c'est là que tu fais quelque chose. Mais sinon, tu l'apprécies, ton verre de vin. Ils ont toutes leurs odeurs différentes. C'est ce qui nous amène à la prochaine question de notre communauté. Donc, quelqu'un nous demande, est-ce que c'est commun d'être complexé de sa vulve? Oui. Oui, malheureusement, Beaucoup. Je suis très prête à dire la majorité Ah oui, sont complexés. la majorité sont complexés. Tu sais, tantôt, on parlait qu'il n'y a pas eu beaucoup... Ça a pris du temps avant qu'on parle de l'organe génital féminin. Donc, on n'a pas beaucoup de comparaisons. Tu sais, juste, mettons, si on voit... là, les femmes commencent plus à montrer leurs seins. On a remarqué qu'il n'y a pas de seins il y a pas des seins pareils. C'est la même chose pour la vulve. Les seules comparaisons qu'on a, personne... Tu sais, on voit beaucoup plus de graffiti de pénis que de graffiti de vulve ou des trucs comme ça. Donc, on n'a pas d'image de la vulve. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas à quoi ça ressemble une vulve. Ou à quoi ça devrait ressembler. Ça devrait ressembler, tu sais. Puis, fait que les seules comparaisons qu'on a, ça peut être la pornographie ou des stéréotypes. Surtout pour les femmes hétéros. Qui voient moins d'autres vulves. Il y en a des fois qui n'en ont pas vu d'autres, tu sais, en live, là. Puis même, j'ai envie de dire, les manuels de médecine, là, moi, quand j'en avais en sexo, là, ils étaient tombés bien éclairés puis parfaits, cette petite vulve-là. Puis qu'est-ce qui est complexe? Qu'est-ce qui est complexe exactement? C'est la couleur, c'est la forme, c'est la grosseur des lèvres?
sais, on riait avec les vins nature, mais je pense qu'on pourrait dire que les vulves, c'est un souci comme les vins. Là, ils sont tous ultra différents. Tous ultra différents. Moi aussi, je reste à La où est-ce qu'on s'en va, là? Ah ouais. Comme Je me c'est sens ma bien. soirée. Mais oui, donc il y a des représentations, puis je trouve ça vraiment intéressant ce que tu amènes. Je trouve que c'est un beau parallèle avec les saints, le fait qu'on commence à en voir, donc on commence à réaliser qu'ils sont différentes, mais on voit aussi justement des représentations très homogènes. Donc souvent, ça va être symétrique. Puis quand je parle de symétrie, je parle surtout des grandes lèvres et des petites lèvres. Ça va être bien rosé, hein, ce ne sera pas d'autres couleurs. Il va y avoir des poils, mais pas trop. Puis c'est juste aux bonnes places pour qu'on puisse voir tout. Et ça va être aussi, il n'y aura pas de lèvres trop grandes, ou il n'y aura pas de choses qui vont dépasser, ou ce ne sera pas dans le chemin. T'sais, on ne voit jamais une vulve qu'il faudrait tasser une lèvre pour qu'il y ait une pénétration. Et pourtant, c'est la réalité de tellement de personnes qui ont une vulve. Donc, finalement, les complexes qu'on peut avoir sont multiples. Dès que tu t'éloignes de cette espèce d'hégémonie de la vulve, là, tout le monde, finalement, plus tu es loin sur l'espèce de pôle, en fait, de la diversité des vulves, plus tu vas être complexé, finalement. Puis ça peut aussi être complexant parce que tu te retrouves également avec des partenaires, peu importe leur genre, mais qui peuvent aussi traîner leurs propres attentes et leurs propres préjugés. Fait que tu as peur de « OK, moi, je suis peut-être à l'aise avec ma vulve, mais je sais que c'est peut-être pas la plus populaire dans le catalogue. Comment les autres vont réagir, tu sais, ou qu'est-ce qu'ils vont dire? » Puis les discours qu'on a sur les vulves aussi sont sont pas géniaux, là, tu sais. Il y a beaucoup de personnes, même c'est de plus en plus commun qu'on voit des œuvres d'art peut-être qui sont inspirées de vulves, tout ça, de créatifs. On en voit de plus en plus, puis Ouais, on peut si penser à t'intéresse, Miss Me, exactement. Ouais. qui a représenté des vulves. Exactement. Puis, tu sais, je vois ouais. plein d'artistes aussi indépendants qui font, par exemple, des broderies, tu sais, des choses comme ça, qui veulent vraiment associer, je pense, un art plutôt féminin aussi, tout en douceur, à justement une image plus en douceur de la vulve, pour pas qu'on le détache de cette image un peu vulgaire. Mais tu regardes, il y a encore énormément de mauvaises réactions, là. Puis, tu sais, de personnes qui sont comme « Wesh, on devrait pas voir ça, justement. » C'est déplacé, comme tu l'as dit tantôt. Fait qu'il faut conjuguer avec ça. Puis après, c'est de se demander quel message on va recevoir en premier quand on grandit. Parce que les vulves aussi, elles changent hein, quand on vieillit, donc toute notre vie. Donc, il y a beaucoup de jeunes filles, de jeunes personnes, en fait, qui ont des vulves, qui vont voir leur vulve changer, puis pas nécessairement pour le mieux. Puis quand je dis pour le mieux, c'est par rapport aux standards de beauté des vulves, puis qui n'auront personne à qui en parler. Parce qu'il y a trop de ça honte. peut mener à un complexe qui est très intime. On en a déjà parlé au podcast, mais il y a plusieurs personnes qui vont aller jusqu'à refuser le sexe oral parce qu'elles ne veulent pas montrer leur vulve, parce qu'elles sont complexées de leur forme, de leur couleur, de leur odeur, etc. Donc, ils vont se priver d'un plaisir qu'elles aimeraient peut-être avoir pour des raisons de complexe. Ah oui, tout à fait. Mais c'est tellement inconfortable, fait que je peux comprendre que la personne, elle se dit, je suis pas dans le plaisir de toute façon. Mais non, c'est ça, t'es ben trop occupée à être self-conscious. Oui, alors c'est tellement dommage, tu sais. Puis il y a beaucoup de personnes qui... En fait, un commentaire positif, ça va changer la donne pas mal. Tu sais, de pas juste dire, moi, je m'en fous de ta vulve, c'est non, je l'aime, ta vulve, ou non, j'aime ça. Justement, la déguster, ta vulve. De le dire avec affirmation, ça peut changer la donne. N'hésite pas à le dire, Justin. Je vais le dire à mon chum en regardant dans le blanc des yeux. Je l'aime, ta vulve. Love your pussy. Mais ça donne un peu sur le côté bénéfique à en parler entre femmes, en parler entre personnes qui ont des vulves et des vagins, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y en a aucune de pareil, vraiment, puis qu'il n'y a personne qui a une vulve comme on se fait dans notre tête, comme l'image qu'on se fait dans notre tête d'une vulve parfaite, symétrique. Mais cette vulve-là parfaite, symétrique, qui habite nos imaginaires, est-ce que c'est parce qu'elle a une chirurgie? Est-ce que parce qu'il y a quand même la bioplastie ou la nymphoplastie qui permet de comme réduire la taille des lèvres? Est-ce que c'est commun au Québec d'avoir ce genre de chirurgie-là? Je veux pas m'aventurer parce que je suis pas certaine que c'est commun. Ouais. Je pense que le stéréotype, c'est selon les images qu'on a eues dans nos manuels de scolaires qu'on a les peu dans nos cours, puis par rapport à les stéréotypes qui sont montrés en pornographie. Parce que c'est ça, c'est la seule chose qu'on a de stéréotypé. On pense que, exemple, quand Amrak t'a parlé de les petites lèvres qui vont dépasser des grandes lèvres, en pornographie, on voit pas beaucoup ça. Non. Fait que c'est ça, c'est là qu'on va aller, on va avoir ce complexe-là et qu'on va vouloir changer ça. C'est sûr que, rendu là, c'est aussi, ça va aller avec le confort de la femme, ça va aller avec comment qu'elle se sent bien dans son corps, mais
il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux sociaux qui vont affecter le pourquoi aussi qu'elle est... Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, ça me fait penser un peu à pourquoi aussi on avait de la difficulté à reconnaître la vulve. Puis je pense que c'est aussi un peu interrelié, mais tu sais, jusqu'à récemment, on concevait pas que le plaisir aussi sexuel était important. Il y avait que la reproduction. C'est à ça que les organes reproducteurs femelles servent. Et donc, la vulve, finalement, outre avoir une belle apparence, finalement, à quoi elle servirait? Fait qu'il y a beaucoup de personnes pour qui elle sert d'abord à être belle, puis ça peut vraiment jouer beaucoup dans ta tête. T'sais. Puis après, en effet, je pense que chacun son corps, chacun vraiment ses décisions, mais c'est tout récent qu'on redonne les lettres de noblesse même à notre ami le clitoris, qui existe pourtant que pour le plaisir. Et la vulve existe aussi pour des zones de plaisir, pour protéger, pour donner du plaisir, mais je pense que c'est vraiment des discours qu'on n'entend même pas actuellement, qu'avant qu'on conçoive la vulve comme autre chose que juste son apparence, ça va être difficile de défaire ces complexes-là, je pense. Il y a peut-être 2-3 ans, j'ai fait un article dans Urbania sur la question des labiaplasties. Puis j'avais parlé avec une femme qui avait décidé d'avoir recours à cette chirurgie-là parce qu'elle, c'était très dérangeant. Dans le sens où ses petites lèvres étaient tellement beaucoup plus longue que ça lui créait des infections, ça créait des frottements, de la friction quand elle faisait du vélo, du sport. Donc, elle avait décidé de faire ça pour ces raisons-là, mais j'avais aussi parlé à une autre femme qui, elle, assumait à 100% qu'elle l'avait fait pour des raisons esthétiques. Puis, elle était... très heureuse de sa décision, mais je sentais quand même en elle, puis elle l'assumait, là, c'est pour ça que je me permets de le dire, mais elle disait, moi, je voulais ressembler à ce que je voyais dans la porno, puis je voulais correspondre aux standards de beauté. Elle avait décidé de faire ça au même titre que certaines personnes vont décider d'avoir recours à des interventions dans leur visage, justement, pour correspondre à un standard ou à un autre. Puis elle était très à l'aise avec ça. Donc, c'était quand même intéressant de voir qu'il y a toutes sortes de raisons aussi là, qui poussent certaines personnes à faire ces interventions-là. Il n'y a pas de mauvaise raison. Si le résultat, c'est que la personne se sent bien dans sa peau, puis ça va augmenter sa confiance en soi, elle va être vraiment bien, puis éviter de s'isoler, ben tant mieux. C'est sûr elle disait qu'elle avait retrouvé l'envie de faire l'amour, en fait. Oui, go for it. Là. Exact. Ben moi, j'ai de la difficulté à juger les chirurgies plastiques comme des failles morales. Là, je pense que chaque personne a des raisons de le faire. Puis parlant de chirurgie plastique, la dernière question anatomique qu'on a reçue concerne la chirurgie plastique, quelqu'un nous demande comment ça fonctionne une vaginoplastie dans le cadre d'une opération d'affirmation de genre. Donc, toute une question. Est-ce que l'une de vous deux voudrait répondre? Veux-tu te lancer? Je m'en allais te relancer. Allons-y. Je vais peut-être ressortir mon sel des fois là, parce que je me mêle avec les détails. Là. Mais donc, en gros, c'est ça, en fait, ça, c'est une des autres raisons pour lesquelles on voudrait avoir recours à la chirurgie, en fait. Puis là, on est dans un cas où est-ce qu'on part avec un appareil génital mâle, donc avec un pénis et des testicules habituellement, et qu'on veut venir le transformer en un organe qui a l'apparence, finalement, d'une vulve et d'un vagin. Donc, ce qu'on va faire, puis là, trigger warning pour les gens qui ont peur des scalpels. Mais donc, ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est que déjà, les appareils génitaux, peu importe notre genre, sont assez similaires. Ils vont venir se développer de différentes façons, mais c'est comme des parties qu'on peut retrouver. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la peau, finalement, de certains tissus du pénis et du scrotum. Puis là, je ne vais pas commencer à dire lesquels, OK? Parce que je vais me faire shadowban par tous les médecins. Grosso modo, des tissus dans cette zone. Qu'on va venir découper puis qu'on va venir, en fait, vouloir replacer pour créer les lèvres, mais également créer également le canal vaginal parce qu'on va avoir fait, finalement, une cavité. On va avoir creusé une cavité dans les tissus entre la prostate et le scrotum, je crois bien. Là, j'essaie de me souvenir. Oui. Fait que voilà. Fait que faut quand même créer la cavité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les tissus, justement, pour recouvrir, pour pas que ça soit, de la chair exposée, puis que ça puisse aussi recevoir potentiellement une pénétration, en fait, avec un jouet sexuel ou avec un pénis. Et c'est important aussi de dire que cette chirurgie-là, on n'est pas obligé de la faire absolument avec une cavité vaginale. Il y a des personnes qui veulent plutôt qu'on ait une reconstruction finalement de la vulve pour
plusieurs raisons. Ça peut soit parce qu'on n'est peut-être pas des bons candidats pour la cavité vaginale. Ça peut être aussi parce qu'on n'en a pas envie. C'est vraiment varié. Ça peut être aussi parce qu'on veut une chirurgie qui va être peut-être moins invasive, intrusive. Voilà. Et on va également utiliser le gland, en fait, du pénis qu'on va venir comme repositionner pour créer notre clitoris. Donc, il va finalement être déménagé pour garder une certaine sensibilité et une zone de plaisir. Voilà. C'est fascinant, honnêtement. C'est fou parce que je pense que c'est donc un vagin, une vulve 100% fonctionnelle qui peut procréer du plaisir. C'est quand même fou d'être rendu là. Puis je pense que si tu choisis d'avoir la cavité vaginale, par contre, il va falloir la garder dilatée pour la vie. Exactement. Il y a un exercice quand même régulier de dilatation puis d'entretien pour s'assurer justement que ça reste, que ça puisse recevoir. Donc, en fait, ça ne vienne pas se resserrer puis qu'il y ait une certaine flexibilité dans les tissus, dans les muscles. Right? Tu confirmes? OK, parfait. Oui, c'est un exercice qui se fait très bien, mais en effet, c'est pas sans entretien. Ça, c'est important de le mentionner, là, tout à fait. Puis, est-ce qu'on a des bons vaginoplásticiens, vaginoplasticiennes au Québec, savez-vous? Oui. Ouais, on est très qualifiés. Ah oui, on est chirurgie. Je sais pas si on a le droit de dire l'endroit. Si j'allais nommer, mais oui. Le GRS. Le GRS Montréal, qui est pas mal... je sais pas, c'est un centre, en fait, là, de chirurgie, en fait, autant pour tous les chirurgies qui sont associées aux stratégies d'affirmation de genre. Donc, c'est vraiment the place in Québec. Puis oui, ils sont très, 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 très bons. Vraiment, excellent. Un très bon suivi. Puis si d'ailleurs quelqu'un veut s'informer, ils ont un site, là, c'est vraiment, tu googles le GRS Montréal, puis tu as tellement d'informations. C'est très transparent pour les personnes qui pourraient être intéressées à ce type de chirurgie au niveau tant de qu'est-ce que c'est. Donc, tout ce que je vous ai décrit, c'est comme décrit, puis encore mieux. Là. C'est d'ailleurs là que je suis allée vérifier tantôt mon information. Mais également, au niveau de la convalescence, ça prend combien de temps? Ça ressemble à quoi? Le temps, en fait, en salle opératoire. Donc, toutes les questions qu'on pourrait avoir dans les détails pour savoir, en fait, avoir un consentement éclairé. Si c'est une voie qu'on veut emprunter, sont présentes. Puis bien sûr, on a accès à des personnes qui peuvent répondre à nos questions. Là, donc, une pub gratuite, mais je pense bien méritée pour le GRS. Donc, si je comprends bien, une personne qui envisage d'avoir recours à une chirurgie comme ça peut envisager d'avoir une vie sexuelle qui est satisfaisante, qui est stimulante. Oui, tout à fait. Oui, en effet, on fait vraiment un effort de venir préserver les terminaisons nerveuses. Ça, c'est super important. Il faut quand même savoir que ça demeure une chirurgie. Donc, il y a des tissus qui peuvent être abîmés. Il faut qu'ils guérissent. C'est important de dilater, justement. Donc, ça peut varier d'une personne à une autre en fonction de son expérience de chirurgie, mais également en fonction de comment son corps guérit. Mais on peut tout à fait avoir du plaisir. Les technologies sont de mieux en mieux. Les techniques aussi sont de mieux en mieux. Donc, oui, tout à fait, tout à fait. Fascinant, vraiment. Donc, ça nous amène à la prochaine section. Mythe. OK, donc on poursuit avec les questions qu'on a reçues sur Instagram de notre communauté. Est-ce que le fisting ou l'insertion de plusieurs doigts peuvent avoir un impact sur le plancher pelvien sur le long terme? Et si oui, quel impact? Puis là, nous, on choisissait les questions avec Justin, puis la sous-question qu'on avait, c'est est-ce que c'est vrai qu'on peut devenir slack? En fait, c'est un peu ça, je pense, que la personne se demande. En fait, notre collègue, justement, Dr. Léa Séguin, s'est vraiment efforcée de répondre à la question dans un article, donc je ne vais pas prétendre que ça sort de ma tête. Mais non, en tant que tel, c'est vraiment important d'avoir des pratiques qui sont sécuritaires. Quand on pénètre, en fait, le vagin, que ce soit avec un jouet, que ce soit avec les mains, que ce soit avec un fisting. Il faut également comprendre pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué le fisting que, parce qu'on pense fisting et point, c'est pas un point, on fait plus comme un bec de canard en tant que tel. Là. Okay. Donc, après, on peut y aller avec le point, mais habituellement, on fait ça. On commence par le bec de canard. Pour les personnes qui sont à l'audio, là, Morag, elle a mis tous ses doigts ensemble. Oui, exactement. En fait, ce qu'on peut faire pour y aller de manière progressive, c'est ajouter au fur et à mesure des doigts pour terminer avec tous les doigts rentrés, voire peut-être refermer par la suite pour offrir d'autres sensations. Mais en fait, les préoccupations qu'on va avoir, c'est vraiment de s'assurer, de réduire la friction au maximum avec beaucoup de lubrification, puis bien sûr être à l'écoute de ces sensations puis des zones de sensibilité pour éviter des micro-déchirures finalement. Mais sinon, notre cher vagin est quand même très résilient, hein? Il va s'étirer, il va se remettre tel un phénix de ses cendres. Il a quand même été conçu pour sortir une belle pastèque de bébé pour sortir, donc c'est vrai. C'est pas notre bec de canard qui va lui faire peur. Oui, il est comme j'en ai vu d'autres. Exactement. Il est comme coin. Oui. Oh my God, mon oncle!
Oui. Tu viens-tu, genre, de faire comme queener un vagin ou... Je sais pas. Personnaliser un Non, vagin. j'ai fait un out-of-body experience. Ouais, c'est ça. Mais ouais, moi aussi, je me disais ça, si un vagin peut quand même faire sortir un bébé. Ben oui, c'est tout à fait logique. Puis c'est le même principe également qu'avec de la pénétration qui pourrait être répétée. Les risques sont vraiment plus liés au tissu. Donc, attention à vos ongles, surtout. Soient bien limés, bien propres, ou sinon couverts, si jamais on veut avoir des claws, comme on dit, d'ongles avec du 3D, puis des bijoux, puis tout ça. Là, on s'assure peut-être que ça frotte pas les parois, parce que ça demeure sensible. Mais il n'y a pas de risque en tant que tel. Là. Puis je pense même pas pour le plancher pelvien aussi à long terme, non. Hein? Non, mais tu sais, dans le fond, si on y va plus anatomique, là, le vagin a des genres de replis. Là, c'est une muqueuse qui a des replis, là, avec les doigts, on peut sentir, un peu comme le palais, là, on sent des petits replis. Puis ça permet que ça grandisse d'une façon assez impressionnante. Genre, on s'émerveille devant une érection de pénis, mais c'est 100 fois plus, bon, j'ai dit un chiffre, là, mais c'est vraiment plus, l'extensibilité du vagin est vraiment plus impressionnante qu'une érection pour le pénis. C'est du shade, là, envers le pénis. 100%. Non, mais Shady. est-ce que je devrais recommencer? Non. Honnêtement, Non, mais c'est parce qu'on parle pas de cette capacité. Ouais, mais c'est facile, genre, ouais. props, Ouais. vagin. Moi, j'avais full un gros sourire quand tu parlais. J'étais genre, yeah. tell them! Tell him, sis! Ben oui. Qu'est-ce qui nous inquiète, tu sais, quand il y a une atteinte à ces muscles-là, aux muscles du plancher pelvien, ça peut créer deux problèmes. Donc, soit, je pense que quand on pense slack, c'est plus un affaissement des muscles, une atonie. Donc, les muscles sont rendus plus faibles, fatigués et sont moins capables de se contracter. Mais ça peut aussi être le contraire, genre c'est trop contracté. Puis ça peut être la même cause, ça peut être juste un accouchement, une douleur. Tu sais, quand tu parlais d'une bonne préparation, mais juste un rapport sexuel non consentant peut diminuer la lubrification, peut se faire contracter. Donc là, on va plus parler de vaginisme, de contraction qui reste. Donc c'est ça qui va plus nous inquiéter quand on parle d'affection du plancher pelvien. Il y a beaucoup de causes, puis il y a beaucoup de façons aussi d'y travailler, là. Donc, juste pour être certain, vous êtes en train de me dire qu'une femme a beau accoucher de 3 enfants, des accouchements douloureux, elle va avoir le même vagin qu'au jour 1? Non, belle nuance. En effet, c'est un excellent point que tu amènes au sens où c'est pas le vagin tant que ça qui va venir se relousser, en fait. Puis, en fait, ce qu'on veut vraiment dire, c'est que ça va pas se lousser avec une répétition d'activité sexuelle. Ça, Okay. c'est pas lié. Mais en effet, quand le vagin a suivi plusieurs étirements, puis quand même des étirements massifs, les muscles en dessous peuvent se fatiguer. Donc, c'est pas tant le tissu du vagin que les muscles. Donc, oui, il y a des personnes aussi qui ont accouché qui vont le remarquer dans leurs sensations, qui vont dire c'est plus pareil qu'avant, je ressens plus autant de tonicité ou peut-être parfois j'ai de la misère aussi même au niveau du plancher des muscles à retenir mon urine, par exemple, tout ça. Donc, ça peut être retravaillé, ça, avec des professionnels comme physiothérapeutes, je crois bien, hein? Jusqu'à un certain point. Mais oui, c'est un excellent point de nommer qu'il y a plusieurs expériences qui amène quand même à un certain relâchement. Ben oui, parce que moi, après mes 2 jumeaux, là, Aïe, aïe. Hey, on le pas sait, pareil. ça. C'est vrai que tu as nommé les indications de faire les exercices de renforcement des muscles périnéaux, là, que souvent on va faire en physio. Il y en a qui vont penser qu'il faut faire ça en prévention pour éviter ou pour avoir un meilleur plaisir sexuel. Mais, tu sais, dans la Bible du vagin de Jennifer Gunter, il y a eu quelques études. Encore là, les études sur la santé sexuelle féminine sont pas exhaustives et souvent non rigoureuses, des échantillons petits. Mais ça a été noté qu'il n'y avait aucun effet bénéfique sur le plaisir de la femme, une femme qui a fait ces exercices-là et qui s'est renforcé les muscles périnéaux, que c'était plus... La sensation allait plus être rejointe, allait plus rejoindre le plaisir de l'homme, de la personne avec un pénis. Durant la pénétration. Durant la pénétration. Durant la pénétration. Donc, ça veut dire que cette espèce de mythe de la femme tight, c'est vraiment juste pour les personnes avec des pénis, finalement, Ah, ouais. qui les pénétreront éventuellement ou pas, là. Ouais. À nos connaissances, selon les études d'aujourd'hui, oui, et Ouais. expériences. on se met toujours en shape pour les autres. Pour vrai, c'est son tout En gym, dedans, c'est- comment on va? Ah, on se c'est son mangeait tout jusqu'en renforcement dedans, hein? musculaire. Ça n'a pas de bon sens. On peut-tu avoir un break? Pump of the gym. Quand on a reçu cette question-là, que je trouvais super intéressante, je me faisais la réflexion que des fois, on a l'impression que quand on parle d'un vagin qui est tight,
que c'est quelque chose de positif. Mm-hmm. Tu sais, on veut être tête parce que ça veut dire que les hommes ou les personnes qui vont nous pénétrer avec leur pénis vont ressentir plus de plaisir. Voyez-vous où je veux en venir? Tout à fait. C'est comme si on avait l'impression qu'être tête, c'était la bonne chose, puis être slack, entre guillemets, c'est une mauvaise affaire. Ou bien c'est parce que tu as eu trop de relations sexuelles, fait que là, t'es rendu slack. Exactement. C'est ça, t'es rendu le saggy, là, tu sais. Oui, ça sous-entend que ça a été surutilisé. Exact, comme un ballon dégonflé. C'est pas un élastique qui va péter ou qui perd son élasticité. C'est pas un sphincter, c'est un muscle. Il faut garder ça en tête aussi, qui a une capacité de grossir, mais c'est pas un élastique qui peut être perdu à jamais, puis c'est juste la chirurgie qui va mettre tête. Là. Exactement, puis qui peut être retravaillé aussi, là, jusqu'à une certaine mesure, mais ça vient souvent dans les cas, justement, de trauma liés, par exemple, à un accouchement, où est-ce que là, le tissu en tant que tel, le muscle en tant que tel, a vraiment, vraiment, vraiment travaillé. Je reprends encore l'exemple dans l'article de Dr. Léa Séguin, qui, mais là, excusez-moi, le porteur de pénis, trigger warning, mais c'est l'équivalent de si on disait que le pénis s'amincissait à force d'avoir des pénétrations. Comme un savon. Exactement, comme un savon. Ou comme jusqu'à disparaître. Exactement. Fait que, ça fait aucun sens, là. Comme si le fait d'être en contact et d'avoir une friction constante viendrait changer la morphologie. Donc, c'est vraiment le même principe, en fait, là. Ah, c'est full intéressant. Mais c'est comme si, plus largement, il y avait une espèce d'attente patriarcale. Absolument. Que le sexe des femmes, les personnes avec des vagins doivent être petits, donc vierges. Tout à fait. Puis ça vient un peu avec cette idée aussi l'hymen, le mythe de l'hymen, en fait, qu'on pense qu'une personne devrait... En fait, l'hymen va venir percer avec une première pénétration. Puis ça va peut-être même emmener jusqu'à ce qu'il y ait du sang, en fait, tellement ça a dû créer de l'espace. Il y a beaucoup de personnes aussi qui croient que les premières relations avec pénétration devraient servir, en fait, à creuser un certain chemin, donc ça vient normaliser la douleur aussi, alors que c'est pas du tout le cas. Une bonne préparation, mais aussi un bon niveau d'excitation qui demande une certaine aisance, un certain confort. Donc, je peux comprendre que si c'est ta première fois, c'est stressé, ça risque de peut-être pas être ta meilleure lubrification du siècle, fait que d'aller chercher une petite aide. Mais essentiellement, il y a toutes les conditions pour pas créer de douleur. Mais également, si je reviens à mon ami l'hymen, en fait, qui est censé être une petite couche de peau qui peut recouvrir partiellement l'entrée du vagin, donc même pas tout le vagin, et qui peut aussi être percé bien avant. Donc, parce qu'on a mis peut-être des tampons, parce qu'on a fait du vélo, parce qu'on a fait de la gymnastique, ou simplement, dépendamment de notre morphologie, il y a des hymens qui sont complètement recouverts, d'autres qui sont beaucoup plus élargis. Donc, c'est même pas un signe clair et précis, en fait, de virginité. Donc, il n'y en a pas de signe physique de virginité. Ça n'existe pas. Puis, à l'inverse, il y a des relations sexuelles qui vont même pas réussir à briser l'hymen. Exactement. Ça n'a aucun lien. Ça n'a pas de logique de relier la virginité à une membrane de peau dans un vagin. C'est de l'anatomie et c'est un concept. Ce que je trouve intéressant avec ce que vous dites sur le fait qu'il n'y a pas de lien entre virginité et hymen, ça m'amène à réfléchir aussi qu'on va considérer qu'une personne avec un vagin n'est plus vierge quand elle a été pénétrée par un pénis, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, les premières relations. Je veux dire, il y a plein de monde qui vont considérer que la première fois qu'elles ont reçu du sexe oral ou qu'elles ont donné du sexe oral, ça sera leur première fois. Puis les personnes qui ont des relations avec une autre femme aussi, il n'y aura pas de pénétration vaginale. C'est quand même une première fois. Donc, encore une fois, c'est comme une espèce de grand mythe là, de la première fois qu'un pénis rentre dans un vagin égale première fois sexuelle. Mais ça reste quand même très hétéronormatif comme façon de voir les choses. Ça met l'emphase sur la pénétration. Ça met complètement... Puis tu sais... V'là longtemps, le concept de briser un hymen, c'était le géniteur de l'enfant qui allait naître d'une relation sexuelle avec pénétration, savait que c'était lui le géniteur, savait que c'était sa semence, parce qu'il avait une relation sexuelle avec quelqu'un qui avait une hymen, donc aucune autre relation sexuelle. Et ce qui a fait, ça fait aucune logique parce que c'est pas parce que tu as eu une relation sexuelle avec pénétration que tu vas avoir une grossesse automatiquement. Puis tu l'as dit tantôt qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont briser l'hymen, donc même les personnes qui n'ont jamais eu de relation sexuelle avec pénétration. Puis aussi, il y avait une notion de douleur. C'était comme si la douleur, c'était une bonne chose parce que ça poussait la femme à pas vouloir de relations sexuelles avec d'autres personnes. Mais tu sais, ça n'a pas de logique parce que
tu veux pas plus avoir de relations sexuelles avec la personne qui a fait mal. Puis c'est pas parce que tu brises une petite membrane que ça peut créer de la douleur. C'est plus une histoire de non-lubrification, de stress, de pression. Puis... Donc, c'est tout un c'est très judéo-chrétien. Dans certaines religions aussi, il faut voir la goutte de sang sur l'édredon le matin pour confirmer la virginité là, de la femme. Ça peut être un signe, en fait, puis ça pose problème parce que, justement, qu'on est dans une méconception de ce que ça demande techniquement si on voulait percer une hymen, puis que c'est pas nécessaire. Là, il faut trouver le sang à quelque part, là, tu sais, des fois, là, fait que... Ouais. Ça ne va pas saigner nécessairement non plus. Non, exactement. Non. Il y a des experts qui pensent que l'hymen servait quand même à quelque chose, pas rapport avec la virginité, là, mais qui permettait de protéger le vagin avant la puberté, parce qu'il y a beaucoup de protecteurs qui arrivent après la puberté, comme exemple les poils, la grandeur des lèvres qui vont venir protéger. Donc, ça protégeait le vagin qui était aussi très fragile, qui était une muqueuse pas encore assez développée pour avoir une bonne flore bactérienne ou fongique. Fait qu'exemple, un enfant qui est dans un bac à sable, puis donc ça protégeait contre les agents qui allaient rentrer dans le vagin. Fait que c'est plus une question anatomique, biologique, l'hymen. Un peu comme des amygdales, en fait, qui protègent contre les infections. Oui, honnêtement, on pourrait comparer à beaucoup de choses, je pense, au niveau du corps, les cils, les sourcils qui protègent les yeux. La poussière. Oui, exact. C'est drôle que tu parles de poils, parce que la prochaine question concerne les poils. On est tellement connectés. Oui, quelqu'un nous demande, si je laisse mon poil pousser, est-ce que ça grandit comme du gazon ou ça a une longueur limite? Bon, j'imagine que la personne parle de son poil pubien. Donc, est-ce que ça pousse à l'infini comme dans Jacques et le haricot magique? Ou est-ce que ça arrête? Ben oui, vas-y. Donc, non. La réponse, c'est non. Les poils ont une période de croissance différente selon le corps. Donc, la période de croissance, c'est quand le poil il pousse. C'est vraiment... Pubien, c'est vraiment moins long que les cheveux. Les cheveux, ça peut durer des années. Le poil pubien peut aller jusqu'à comme autour de 6 mois, selon des études, là. Puis après, tu as une période que ça stagne, que ça arrête de pousser. Puis la dernière étape, c'est on perd le poil pour remplacer par un nouveau. Donc, il y a des études qui disent que ça pourrait aller jusqu'à 7 cm. Encore là, c'est quand même assez restreint, mais ça va pas aller... Tu vas pas te retrouver avec ma touffe sur ton pubis si tu essaies. C'est bon à savoir, puis c'est sûr que cette question-là... C'est bon à savoir. Noté. OK, je peux aller dormir. C'est ça, non, exact. C'est sûr que cette question-là nous amène aussi à parler forcément d'épilation, parce que peut-être que cette personne-là est complexée par la quantité de poils qu'elle a. Moi, j'ai de la misère à keep up avec les modes épilatoires, là, je vous avoue. Là, je sais qu'il y a quelques années, il y avait le triangle, après ça, il y avait le rectangle, après ça, il y avait rien. Le ticket de métro, les ticket de métro, oui, c'est vrai. C'est comme un petit rectangle qui était vraiment la forme d'un ticket de métro, mais plus français. Oui, exact. Ça vient de la France, fait que c'est comme, je sais pas, un genre de 6-7 cm de long. Puis c'était vraiment un petit rectangle que tu laissais juste sur le pubis. C'était très poche. Très poche. C'est ça qu'il fallait. Poche comme poche spice. Oui, exact. Pas poche, genre c'est poche. Non, pas poche. Oh là, c'est tout. It's poche. Hey, honnêtement, je pense que j'ai dissocié. Je comprenais pas. Poche dans le Justin, il est comme, OK, j'adopterai pas ça. Non, poche, genre c'est chic. Stop trying to make push happen. So fetch. You're so mean. So fetchy. Oh mon Dieu. Fait que là, j'imagine que la mode actuelle, c'est un peu comme free for all, genre on fait ce qu'on veut. C'est quoi la mode, hein, ces temps-ci? Mon Dieu, c'est une bonne question. Je pense qu'en effet, on est peut-être plus dans un éclatement des modes. Je pense qu'il y a une grande diversité. Il y a des personnes qui vont laisser leur poil pousser freely, d'autres qui vont laisser leur poil pousser, mais jusqu'à une certaine longueur, d'autres qui vont vouloir tailler les zones également, d'autres qui vont vouloir enlever tout complètement. Puis maintenant, on a accès à tellement de technologies, là. Il y a quand même encore la mention qui persiste au sens où chaque personne fait ce qu'elle veut avec son poil. C'est son poil à elle, OK? Ou à lui, whatever. Mais il faut quand même dire que les poils ont quand même une fonction qui est protectrice, notamment contre les bactéries. Tout ça, on a parlé du bac à sable tantôt. Mais oui, au sens où, tu sais, le vagin il est interne, mais il y a quand même une ouverture, tu sais. Fait que d'où la vulve, de un, mais d'où la vulve aussi recouverte de poils. Même chose que nos cils, pour s'assurer qu'on ait une petite couverture de protection. Donc, ça peut rendre les gens plus susceptibles à des infections, par exemple, ou
à des Lorsqu'ils sont débalancements. Exactement, lorsqu'il y a une épilation vraiment intégrale. Fait à garder en tête. Mais sinon, encore une fois, ça dépend de chaque personne, puis de ses habitudes d'hygiène, de ce qu'on porte, si on porte des vêtements vraiment serrés ou pas, etc. Donc, on peut faire comme bon nous semble avec nos poils. On peut les teindre si on veut. En fait, je sais pas. Demandez à des médecins. Mettez-vous pas du bleach, genre, c'est ça. Oui, faites ça par un professionnel, si vous faites ça. Okay. Puis, est-ce qu'en est-il des poils incarnés? Est-ce que c'est possible d'en avoir aussi? Ben oui. Ouais, pas mal. D'autant plus si on fait une certaine intervention. Bon, c'est sûr qu'après, chaque personne, dépendamment de sa peau, il y en a que ça va peut-être moins facilement s'exfolier, tout ça. Donc, il peut y avoir des conditions particulières. Mais un rasage qui est fait avec une lame qui est mal aiguisée, peut-être trop souvent, le fait de le faire aussi sur de la peau qui peut irriter facilement, ça va avoir tendance à réagir et à former des poils incarnés. Il y en a qui en font aussi avec l'épilation. Il y en a qui en font moins avec l'épilation. Donc, oui, ça peut définitivement arriver. À ne pas confondre avec des boutons, par exemple. Tout ça. Donc, il faut une bonne exfoliation quand même. C'est ça, fait Vicky, ça peut faire une infection, finalement, si c'est pas fait avec doigté. Oui, il y a beaucoup de risques, surtout à l'épilation. On arrache toujours un petit bout de peau. C'est des micro-lésions. On se rappelle que c'est un endroit renfermé, chaud et humide. Toujours par des sous-vêtements, toujours dans des milieux comme quasiment occlusifs. Donc, c'est très facile d'attraper des infections suite à des interventions qui vont créer des petites déchirures, mais si on ne les voit pas. C'est juste une brûlure, ça va créer de la peau à vif et une porte d'entrée pour nos micro-agressions qu'on parlait. J'ai pas de vulve ni de vagin, mais j'ai un pubis. Donc, je peux me prononcer. Et quand j'avais genre 13 ans, je pense que j'étais ado, puis j'avais pris le Veet à ma mère, puis je me l'étais mis sur le pubis. Donc, la crème dépilatoire. Auto-épilatoire, genre, je m'étais mis ça sur le pubis, genre, pour enlever tous mes poils. L'enfer. C'est pompé. Petit coco. J'étais rouge, là. Ben je oui, me grattais. Ma mère était comme, Justin, c'est tortille. Et ça faisait tellement mal, là, la pire erreur de ma vie, honnêtement. Là. Ça reste une peau qui est pas... je sais pas non plus à cet âge-là, c'est pas exposé. Non. Donc, elle est très fragile, c'est ça. Elle n'a pas été en contact avec beaucoup de choses à part tes sous-vêtements. Là. Fait que c'est une peau assez sensible. Il y a aussi des follicules, là. C'est des petites portes d'ouvertes. Donc, c'est sûr que si tu viens mettre un produit quand même assez fort, on connaît pas vraiment je connais pas le Veet. Mais il sent fort. Ça sent fort. Ça sent pour tes follicules. Celui en 2002, il devait être encore plus fort. Ça se peut que tu aies une folliculite, là, qui est comme une inflammation des follicules. Le poil. Ce qui arrive aussi avec les lames pas propres. Les rasoirs laissés dans la douche, tu peux faire une folliculite. Là, c'est une inflammation, une infection. Je retire ma recommandation de se bleacher. On conseille des sous-vêtements blancs, mettez du coton, mais la teinture, c'est correct. C'est drôle parce qu'on parlait de mode... de poils. L'autre jour, j'avais une conversation avec des copines. On parlait de poils, puis d'épilation, puis tout ça. Puis mes deux amies avec qui je discutais ont eu des épilations au laser au niveau du pubis quand elles étaient plus jeunes, début de la vingtaine. Puis aujourd'hui, elles sont... une dans la trentaine, l'autre début quarantaine, et toutes les deux le regrettent. Ah ouais? Mais ouais, j'en vois. Qu'est-ce qu'elle regrette exactement? Elle regrette de plus pouvoir avoir le choix d'avoir des poils. Ou pas. Puis, ce qu'elle me contait toutes les deux, c'est que maintenant, il y a seulement quelques petits poils un peu chicots, là, qui essaient comme de choup. C'est un long qui apparaît, genre, du jour au lendemain. Exact, c'est un ça. peu ingrat, là, c'est ça. Exact, il veux, essaie fort, là, c'est comme... Il faut quand même qu'elle passe son temps à s'examiner et à enlever les poils qui restent. Exact, c'est ça, exact. Puis une des deux disait, il me semble que moi, maintenant, j'aimerais ça, tu sais, avoir un petit triangle fun, là, tu sais. Fait que les deux étaient comme, ouais, avoir su, je le referais pas. Fait que ça, je pense que c'est intéressant aussi, là, de se demander si tu prends une décision qui est un peu plus définitive ou du moins un petit peu plus drastique. C'est intéressant de se demander si tu vas encore aimer ça dans 10 ans. Puis, tu sais, il faut le dire aussi quand même, les années 90 et 2000 ont été méchantes, là, pour les poils. Non, mais des femmes. Dark days. Mais non, mais même les sourcils. Oui, fait que, on se rappelle de Julia Roberts qui a levé son bras puis son aisselle, puis c'était un tollé, on en parle encore. Parce qu'elle avait des poils. C'est ça, je veux dire, c'était une réelle rébellion
rébellion. Là. Je veux dire, ils ont sûrement interdit les poils à Cannes après, là, probablement. Ah non! Comme maintenant, ils ont interdit les robes transparentes. Mais oui, fait que, tu sais, je pense quand même qu'au moment où elles ont dû le faire, c'était vraiment dans une époque où c'était non négociable, en fait, de que tu passais tellement de temps à retirer tous les poils. C'était très social. Oui, là, que je peux comprendre le mouvement d'être genre, hey, là, je vais le faire une fois, puis ça va être fini, là, parce que le temps que je passe, puis l'argent que ça coûte aussi. Là. Mais oui, c'est la preuve quand même que les mœurs changent et donc une autre preuve que les mœurs ont un impact sur comment on voit notre corps et comment on vit, même dans notre intimité. T'sais. Exact, et comment on veut être perçu. Oui, aussi. exactement. Qu'est-ce que ça dit de moi? Exact. Le rôle de la femme en société change aussi. Puis avant, tu te parlais des années 90, était beaucoup plus sur faut être féminine, faut être comme... Tu sais, le poil représentait beaucoup la masculinité. Donc, c'était comme pas un choix nécessairement, c'était comme une norme. Aussi, on veut cacher le vieillissement. Tu sais, le poil va montrer des poils guéris, des poils des plus vieux poils. Donc, on veut tout cacher ça, on veut tout avoir de l'air plus jeune, plus féminine. Dans le temps que l'épilation, c'est ça. Ouais. Oui, ben oui. C'était ça. C'est un bon point. Puis il y avait un gros pourcentage de partenaires qui disaient qu'ils aimaient mieux les partenaires sans poils. Donc, c'était vraiment... Bon, encore là, ça reste que c'est le corps de la femme, mais c'est le corps de la personne, c'est son choix. Sauf qu'il y avait beaucoup plus de raisons sociales dans ce temps-là, 10 ans, dans le temps de dans l'époque dans laquelle on vit. Parce que je pense aussi que c'était aussi en réaction. Tu sais, je repense à la génération en fait de mes grands-parents qui étaient comme puis ils essayaient de m'encourager à pas me raser en disant moi dans mon temps dans les années 60-70 c'était free for all, tout le monde avait des bouches nanana, puis moi j'étais comme ça nous dégoûtait. Oui, là, c'est ça, mais je veux pas, tu vois après tu vois leurs photos des années 70, c'était comme ça me tente pas comme là, mettons. Mais non, mais le fameux... Des photos habillées, hein, des photos... Ou le fameux tableau, l'origine du monde, qui est comme un maxi-bouche, tu sais. Oui, exact. Non, c'est vraiment l'origine du monde. C'est comme un gros plan qui arrête à peu près au niveau des seins, puis une partie des jambes. Puis c'est vraiment un corps de femme avec beaucoup, beaucoup de poils. Puis ça s'appelle l'origine du monde. Puis qui, pour la plupart des gens, était très comme... Tu sais, je pense que moi, justement, la première fois que j'ai vu ce tableau-là, je me suis dit, impossible, ça pousse pas de même. Tu sais, on n'a jamais vu les représentations populaires. Puis encore une fois, on voyait pas les vulves de nos parents, de nos amis, de ça. Ben, peut-être plusieurs personnes, oui, mais c'était vraiment pas commun. Puis tout ce que j'avais vu qui dépassait d'un bikini, il n'y avait aucun poil qui dépassait d'un bikini. Fait que de voir ça, j'étais comme... Dans les magazines, tu sais, des tout petits maillots de bain avec rien. Ouais. Je veux dire, ça couvre rien, ça couvre même pas son identité. On appelle ça le Barbie look. Là. Exactement. Pas de poils, puis même pas vraiment de relief. Il faut que ce soit lisse, plastique, exact. Mais ce qu'on dit sur les poils, puis ce qu'on a dit un peu plus tôt sur l'espèce de standard de beauté des petites lèvres, des petites lèvres très petites, roses, pas de poils. C'est quand même un modèle qui est plutôt juvénile, en fait. Il faut adresser un peu l'éléphant dans la pièce, là, tout à fait, qui est un modèle qui, en fait, est prépubère. Exact. Malheureusement. C'est ce qu'on voit dans la porno, c'est ce qu'on voit un peu partout. Donc, ça veut dire qu'on a des attentes envers les femmes de ne pas vieillir, même entre les jambes, finalement. Tout à fait. Puis ça m'a fait penser ce qu'on disait juste maintenant sur les représentations. À un moment donné, j'étais en voyage, j'étais à Paris, puis j'étais allée dans un musée, puis c'était une expo sur le quartier Belleville, genre à la belle époque, là, je sais pas quoi, c'est très niché. Mais il y avait plein de photos de femmes et nues. Puis plusieurs de ces femmes-là avaient des poils pubiens genre non touchés, là, tu sais, qui étaient vraiment, qui vivaient leur best life, et du poil sous les bras aussi. Et pour la première fois de ma vie, là, on est peut-être il y a pas tout à fait 10 ans, là, mais pour la première fois de ma vie, j'étais genre, wow, c'est tellement beau. Tu sais, on dirait qu'à ce moment-là, c'est comme si je posais un regard que j'avais jamais posé. Exact, parce que jusqu'à présent, tu sais, clairement, j'ai déjà été cette personne-là qui est comme arc des poils sous les bras. C'est vraiment pas... Tu sais, elle prend pas soin d'elle. Ou tu sais, tous ces préjugés-là qu'on peut avoir envers les femmes. Puis clairement, là, il y avait quelque chose de très internalisé parce que moi, je m'étais toujours fait dire qu'il fallait se raser puis s'épiler puis machin chouette. Mais là, c'était des femmes magnifiques dans des scènes super quotidiennes avec des poils, puis je m'étais dit que je trouvais ça super féminin, je trouvais ça beau, je trouvais ça fierce, puis j'étais contente, en fait, d'avoir ce regard-là
qui était en train de se développer, tu sais. Fait que ça montre aussi que c'est super important, la représentation, Ben juste oui, que dans les mais poils. oui. Tu sais, on a souvent le discours « Ah, c'est tellement beau, elle s'assume. » Ouais, c'est Mais exact. ça devient difficile de le faire sur toi après. Mhm. Tu sais, fait que c'est d'en voir beaucoup, de voir beaucoup de personnes qui s'assument, qui laissent leur corps naturel ou qui sont bien dans leur peau, là, peu importe. Ben, ça donne le goût de le faire. Mais c'est pas parce que tu vois une personne que tu vas vouloir le faire. C'est plus difficile de l'appliquer à toi. Totalement. Ça devient sécuritaire de le faire, en fait. Ben là. oui, Tu sens ben moins oui. que tu transgresses une norme, là, tu sais, Mhm. là, puis que tu vas aussi potentiellement avoir un backlash. Tu sais. Genre, c'est ça qu'on se dit sans même en s'en rendre compte. Tu sais, quel genre de réaction je vais avoir aussi. Hein, parce qu'il n'y a pas juste moi, c'est qui va la regarder. Puis la personne qui regarde, c'est elle qui juge si j'ai fait une chose bien ou pas. Tu sais. Mhm. Mais crime, c'était vraiment une boîte de Pandore. Les Ben poils, oui, c'est ça. j'ai adoré. Petit fun fact, les poils, le follicule de chaque poil aurait peut-être une petite, un petit rôle dans il y a des terminaisons nerveuses, donc il y aurait peut-être un petit rôle dans le plaisir sexuel. Ben Ouais. non. Ah ouais! Ça peut Ça ajouter... Moi, je sens tellement plus de ça, sensations my quand je viens de God. me raser. Les bases. Parce que t'as les bases. C'est comme vraiment plus sensible. Pas au vide Ben oui. encore, j'espère. Pas au Mais vide. Non, 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 j'ai non. appris là, depuis que j'ai fait une folliculite. À 13 ans. Ça a tellement l'air pire que c'est. On Depuis ma dirait qu'on follicule est à la- 13 ans, je m'en mettrais. On dirait qu'on est la petite clinique dans Sex Education, là, de Ah oui, autisme, vraiment. là, Oh my genre God, j'adore. conseils, Tout à fait. diagnostics. Fait que, OK, Mais- fait que les poils pourraient quoi, Ah, intensifier le plaisir? ou- Oui, Mm. oui, de façon très, très petite, mais ça va quand même intégrer le plaisir sexuel. Et aussi, ça crée une petite, un genre de petit gras, là, une substance lipidique qui comprend des phéromones. Donc, il y aurait aussi un rôle dans l'attraction sexuelle, le poil. Hmm. En enlevant ça, peut-être qu'on peut diminuer notre attraction et diminuer notre plaisir sexuel. Donc, c'est le fun quand même de savoir, d'être au courant de ça. Le poil a un rapport avec le... C'est vraiment Ouais, intéressant. ouais, C'est vraiment. super intéressant. Vous l'avez entendu ici en premier. Regardez, moi, à la clinique. moi Ben, c'est de ça. Sex Education. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits à conserver ses poils? Ben oui, on parlait de protection tantôt, mais aussi au niveau des ITSS. Donc, en fait, c'est plus le fait de peut-être l'enlever puis de créer des micro-lésions. Donc, soit justement, on en parlait avec l'épilation, mais également avec le rasage. Et les micro-lésions, ben, ça devient des petites portes d'entrée pour nos amis, les bactéries ou les virus. Ben, plus les bactéries, en fait, qui peuvent se transmettre dans le contact peau à peau. Donc, oui, le poil va comme être une petite couche de protection, mais c'est surtout plutôt de garder la peau intacte du pubis qui va vraiment venir aider. Donc, si jamais, par exemple, on se rase ou on s'épile, ben non seulement peut-être pour son confort, de venir éviter des contacts sexuels, surtout non protégés, mais même protégés parce que le condom ne couvre pas tout le pubis directement après. Donc, peut-être attendre un peu que la peau ait le temps de guérir un petit peu. Mais voilà. Mais sinon, idéalement, une petite couche, c'est juste en fait, ne pas s'épiler ou se raser directement avant. Ça va vraiment venir prévenir. Même principe qu'on avise, en fait, de ne pas nécessairement se brosser les dents tout de suite au début. Ça peut créer des petites micro-lésions dans les gencives. Ah, Mon Dieu, Ouais. je savais pas, pourtant. Ben, Je me brosse les dents enragées avant une date. ben oui, ben les gens, la plupart du Encore temps, les oui, tout odeurs. à fait. Tu sais, c'est ça. Fait qu'on a choisi on a privilégié l'odeur pour Frencher, mais le prix à payer pour ça, hein, Justin? La santé. Over Pas ta une autre santé. Ah. Une follicule. De la bouche. En bouche. Ouais. Donc, pour la prochaine question, quelqu'un nous demande qu'est-ce que le point G? Est-ce qu'il existe vraiment? Et aussi, que dire du deep spot ou du A-spot? Le point G, j'aime pas trop ça dire le point G, là, c'est comme si c'était un point magique, puis je trouve qu'il met beaucoup de pression sur les femmes qui arrivent pas, selon elles, à atteindre leur point G. C'est juste que ça a été découvert comme si c'était un orgasme vaginal causé par un point en particulier, mais on s'est juste rendu compte qu'il y avait des zones érogènes à l'intérieur du vagin parce que le clitoris n'est pas juste le petit gland qui dépasse de la vulve, c'est tout le long de l'urètre et ça va se prolonger aussi sur les... Il enjambe. là. Oui, Le c'est vagin vraiment comme un Y, carreau, là, oui. exactement. Oui. Il y a des pattes, là. Il est vivant. Oui. Donc, on va juste aller stimuler une partie du clitoris interne. Donc, tu sais, le point G, c'est plus une stimulation du clitoris. Tous les chemins mènent au clitoris. Oui. C'est juste une stimulation différente. C'est sûr qu'il y a moins de terminaisons nerveuses que le clitoris externe, mais c'est juste que ça reste un point précis. Tout le monde a un point G.
c'est une place dans ton vagin. C'est une structure, là. C'est ton vagin. C'est une partie. Genre, il y en a qui parlent de nombre de centimètres à l'extérieur à partir de la sortie. C'est environ dans le premier tiers, là, c'est ça. Oui. Puis c'est juste que c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. C'est pas tout le monde qui a les mêmes terminaisons nerveuses. Il y a de la peau plus mince pour certaines femmes. Aussi... C'est pas un bouton magique, en fait. Non, c'est ça. Tu sais, suffit pas juste de peser. Il y en a qui sont vraiment sensibles à cet endroit-là aussi. Il y en a que ça va leur donner envie de pisser parce que c'est collé sur l'urètre. Donc, c'est juste la réaction qui est différente. Mais c'est vrai que le point G, on dirait que dans les années 90, début 2000, on dirait qu'on en parlait comme cette espèce de contrée lointaine. Il fallait découvrir l'Eldorado, exact. C'est une espèce de paradis perdu, genre à retrouver. Puis là, il fallait quasiment genre que t'ailles, longue vue, chapeau d'explorateur, puis tout, là, ça complexe les femmes qui sont, les personnes qui sont pas capables d'obtenir ce point-là, d'obtenir cette excitation-là, cet orgasme-là, parce que, puis là, c'est la majorité, parce que l'orgasme vient pour la majorité des personnes de la stimulation du clitoris externe. Mais ça met de la pression, puis ça ajoute aussi une importance à la pénétration dans les relations sexuelles. Oui, puis je trouve que je trouve que ça parle beaucoup d'à quel point, on disait l'Eldorado, la contrée lointaine, mais à quel point c'est mystérieux le plaisir avec une vulve puis un vagin. À quel point on est comme, c'est tellement pas quoi faire avec ça que genre Atlantis, on l'a trouvé, allons-y, c'est comme... On peut-tu tout explorer? T'sais? Pourquoi on est obligé d'essayer d'identifier une petite zone puis s'en tenir? Comme tu l'as dit, je pense que c'était super révélateur pour plein de personnes parce que ça disait, tu vois, il y a une zone érogène, je suis censée recevoir du plaisir, fait que j'y ai droit. Mais après, c'est que ça délimitait tellement cette expérience du plaisir à cette zone-là, où parfois même les gens pensent réellement que c'est un point, mais non, c'est une zone, comme tu l'as dit, qui est techniquement plus sensible, mais que ça veut pas dire que tout s'y limite, là, t'sais. Puis la personne parlait de deep spot ou A-spot, ça, c'est juste d'autres façons de dire G-spot? Non, c'est considéré, là, encore. Là. Il n'y a pas beaucoup d'études qui montrent que ça existe vraiment. En fait, ça reste encore une autre zone. C'est juste plus profond. C'est plus proche du col de l'utérus. Encore là, ça peut vraiment être douloureux ou sensible chez certaines personnes, vu qu'il y a des cols qui sont sensibles. Le col, c'est l'entrée de l'utérus. Juste, tout dépendant, t'es où dans ton cycle menstruel, ça se peut que ton col soit plus bas et que ça soit très douloureux, cette partie-là. Donc, c'est pas nécessairement à pousser ou à forcer pour obtenir un orgasme différent ou vraiment intense qui va te faire squirter. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est juste des parties différentes, des terminaisons nerveuses qui sont responsables du plaisir sexuel. Mais dans le fond, c'est un peu... On dirait que quand tu le dis, ce qui me vient comme chose simple à dire, c'est que c'est des zones qui ont une plus grande sensibilité après avoir comment c'est stimulé, puis à voir comment cette sensibilité-là plaît à la personne ou pas, tu sais, finalement. Fait que la portion exploration du grand mythe est peut-être bonne, finalement. S'exploration, exact. Fait que finalement, c'est peut-être juste une bonne idée d'explorer seul ou avec son partenaire ou ses partenaires, puis voir ce qui marche pour soi, puis ce qui procure du plaisir. Atlantis. Exactement. Trouve-le, parce que toi, il est peut-être à droite, tu sais. C'est correct. A-spot, c'est pour Atlantis spot. Oui, c'est ça. S'il vous plaît. Elle est bonne. Elle est très bonne. Mais ultimement, moi, ce que ça m'évoque, en fait, cette espèce d'affaire-là de dire « Oh mon Dieu, saviez-vous qu'il existe un G-spot, un ABC spot, whatever? » C'est comme, ben oui, les chums, les femmes, puis les personnes avec des vagins peuvent avoir du plaisir qui est complexe, puis c'est pas juste... une pénétration. Tout est fait pour ça. Oui, exact. Une pénétration mécanique, style marteau-piqueur. C'est pas ça, là. Tout à fait. Ça remet aussi en question ce mythe-là que le plaisir se fait aussi à travers la pénétration d'un gros objet. Ça peut l'être, mais c'est pas nécessaire. La longueur, finalement, n'a pas rapport si techniquement ton point G est beaucoup plus proche de l'entrée que l'inverse. Puis ça vient aussi remettre en question comment on stimule, parce que si on fait une entrée et on ressort, est-ce qu'on vient vraiment stimuler cette zone-là qui est en haut? C'est pour ça qu'il y a des gens qui recommandent d'avoir une forme un petit peu plus de crochet, justement, pour aller la chercher directement. Encore une fois, donc, si ça plaît. Avec un doigt ou avec un jouet ou des doigts. Exactement. Puis... Une autre référence, c'est Toy Story
Story. Ah, c'est Toy Story. Amen, le crochet. Je pensais que les c'était aliens Peter t'avaient Pan. trompé. Moi aussi, j'ai de Ah, je pense que Toi aussi, t'étais dans Hook. Encore une fois, un petit bouchon de liège. On peut faire des affaires avec un crochet, mais pas à vif, s'il vous Le plaît. bouchon de liège du vin Oui, nature de exact. Vicky. Ah! Produit dérivé. T'as fait un autre lien. 100%. Oui. Non, mais moi, je suis là, je suis prête. Puis, tu sais, juste pour être sur cette lignée-là, le clitoris, souvent, on en parle comme on est en train de le découvrir. Encore une fois, là, on, c'est genre les journalistes, mais les médecins aussi, malheureusement, la médecine aussi. Mais c'est quand même important de noter que c'est pas mal le seul organe sur notre corps qui sert presque exclusivement au plaisir, ou du moins, c'est juste ça qui a été documenté pour l'instant. Donc, encore une fois, les personnes qui ont un vagin, qui ont une vulve, ont droit au plaisir, en fait, ont un corps qui est conçu pour en recevoir et qui est conçu aussi à l'extérieur du vagin et donc à l'extérieur de la pénétration. Donc, se limiter à une seule stimulation, ce ne sera pas suffisant pour la grande majorité des personnes qui ont une vulve. Là. That's it. Et nous, on règle des affaires aujourd'hui. En veux-tu les dossiers? Ah ouais! Ben, il en reste une coupe de dossiers. Allez, Exact. Donc, avant de se lancer dans la section plaisir, je propose qu'on fasse un petit chin-chin à nos amis de chez Café Limo. Certainement. Donc, ils sont partenaires de cette saison-ci d'À quoi tu jouis. Café Limo, c'est pas vraiment une limonade, c'est pas vraiment du café, il faut juste que tu y goûtes au fond. Fait que santé, merci à Café Limo. merci, Café Limo. Et en plus, vous pouvez utiliser le code CLUBSEXU10 pour 10% de rabais sur tous les produits Café Limo au zabcafé.com. Donc, cheers! Cheers! Alors, pour ouvrir le bal de la section plaisir, on a une grosse question pour vous. Puis on s'attend à des grosses réponses. On est là. C'est quoi les trucs et astuces pour faire jouir une personne avec un vagin? Comment on fait? Là, tu t'attends à une réponse super claire et une chorégraphie. Ouais, c'est genre, ça. il faut que tu fasses la forme d'un parapluie à l'envers pour faire ça. Non. L'alphabet. On veut le L'alphabet. mother load, là. Le passage sec. En fait, tu sais, il y a une partie de réponse que vous savez probablement toutes, mais qui est un peu plate à entendre, mais c'est la clé d'un bon CUNY, de faire jouir une personne avec un vagin, c'est de regarder la personne, regarder ses sensations. Être à l'écoute, il y a des frissons, des gémissements, des changements aussi dans l'organe génital féminin change beaucoup avec l'excitation, se gorge, les lèvres se gonflent, le clitoris se gonfle aussi. Donc, être à l'affût des signes d'excitation, puis aussi de lui demander qu'est-ce qu'elle veut. Tu sais, honnêtement, tu peux demander à ton partenaire de se masturber devant toi aussi, là. Qu'est-ce qui te fait plaisir? De parler de qu'est-ce qui te fait plaisir, de juste parler de fantasmes aussi avant, puis ça peut donner une idée ou de savoir c'est quoi son passé aussi de développement sensoriel. Est-ce que c'est une personne qui a eu beaucoup d'expérience, qui est allée loin dans sa sexploration? Ça peut mentionner que, OK, parfait, je vais pouvoir aller découvrir plusieurs sensations. Quelqu'un qui ne s'est pas beaucoup touché ou qui n'est pas allé découvrir beaucoup, bien, ça peut être irritant ou ça peut être un choc pour le cerveau d'aller stimuler des endroits qui n'ont jamais été stimulés. Tout à fait. Je pense que tu amènes un bon point qu'on ne peut pas assumer. Il n'y aura pas une recette magique parfaite parce qu'elle risque d'être sûrement mésadaptée. T'sais. On peut faire un curry, mais il y a plein de recettes de curry. C'est un peu... curry. Ben oui! Quel lien avec le CUNY? Je pensais que tu t'étais trompée. Mais attends, mais... Je pensais. Non, c'est voulu, là. Mettons que je veux curry le meilleur. Le meilleur. Ricardo. Mais même Ricardo a plus d'une recette sur son site Internet. Donc, Ricardo a plus d'un CUNY dans son sac. Oh mon Dieu! Là, ça casserait. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'écoute, c'est comme la chose qu'on répète constamment. C'est vraiment plate. Puis quand on dit écoute, c'est pas juste avec ses oreilles, c'est avec ses yeux, c'est avec ses sensations. Ça peut être des discussions avant ou après. Je pense que c'est important aussi de prévenir. Il faut vouloir prendre son temps. Il faut que la personne, quand tu offres un CUNY, il faut que tu aimes prendre ton pied avec ça. Puis des fois, j'ai même envie de dire que ça vaut la peine de le mentionner parce qu'il y a énormément de personnes, justement, on l'a dit, qui peuvent être complexées par leur vulve, par leur vagin ou qui peuvent même être complexées d'être dans une position de réception, de recevoir quelque chose, d'être assis, puis d'être sentir exposé à cette zone-là que peut-être des fois on a envie de cacher dans notre bobette. Donc de dire à la personne ça me fait plaisir, puis ça va aussi me faire plaisir de prendre le temps, puis
c'est le fun, pas obligé d'arriver à l'orgasme, il n'y a pas de souci. Aussi, ben, comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment intéressant de nommer quand même parce qu'on a l'impression qu'il faut y aller all-in. On peut y aller avec douceur, on peut commencer autour, hein, on peut explorer les cuisses avec sa langue, avec sa bouche, avec ses mains. On peut se rapprocher tranquillement pour faire monter un peu l'excitation avant d'arriver autour des lèvres, promener sa langue dans l'espèce de vestibule, la zone entre les lèvres, et également le clitoris. Le clitoris, c'est quand même la star, mais faut qu'il prenne un break à un moment donné. Oui, des fois, la première partie est plus bonne. Exactement, tout à fait. Fait que, tu sais, pas focusser juste sur le clitoris, à moins, bien entendu, que la personne aime ça. Je pense que c'est de pas avoir peur de peut-être varier, encore une fois, en étant à l'écoute, en posant des questions, en voulant des directions. Il y a même des personnes qui aiment ça comme jeu un peu de se faire diriger. Si on ne sait même pas par où commencer, ça peut peut-être être une bonne idée. Puis dès qu'on sent que la personne a l'air très réceptive à une manivelle, mais là, on peut peut-être la maintenir pendant 2 secondes. C'est excitant de savoir ce que la personne... Qu'est-ce qui fait plaisir à la personne? Il ne faut pas avoir comme une pensée de... Je sais comment te faire plaisir. Hey, moi, j'ai donné un méga orgasme à quelqu'un, fait que genre, je sais comment donner un orgasme. Une fois à Shawinigan. Oui, c'est ça. En 2008. J'ai strike. C'est découvrir, c'est aller à quelque part de très intime chez la personne. Je me sens très privilégiée que la personne me dise qu'est-ce qui l'excite, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour l'amener à un orgasme ou à juste du plaisir. Puis le cerveau, ça s'habitue. De sticker à une place en particulier, à moins que la personne aime ça, mais le cerveau, il s'habitue puis il diminue un peu ses sensations. Faut vraiment garder en tête qu'on a beaucoup de zones érogènes. Tu sais, t'en as nommé aussi, mais comme de varier dans ces zones-là, ça peut vraiment aider aussi à faire découvrir des nouvelles sensations aussi tranquillement. Ça me fait réaliser aussi que pour certaines personnes, ça peut être assez confrontant des fois de se faire demander, tu sais, qu'est-ce que t'aimes? Tu sais, puis c'est le conseil que je viens de donner, mais des fois, la réponse n'est pas toujours là, peut-être parce qu'on est gêné, peut-être parce qu'on n'y a pas pensé, peut-être qu'on ne le sait pas. Fait que c'est d'accepter aussi de peut-être justement aller à la découverte avec la personne plutôt puis d'y demander du feedback, tu sais, parce que sinon, ça peut être très impressionnant, finalement. Là, je relève que la question, c'était, c'est quoi les meilleurs trucs pour faire jouir une personne avec un vagin? Ouais. Et vous avez instantanément parlé de cunnilingus. On a parlé de vagin. Ah, c'est vrai, ça! Qu'est-ce que ça révèle? Est-ce que c'est parce qu'un cunnilingus, c'est la façon la plus efficace pour la majorité des personnes avec des vagins? On n'en fait pas assez! Oui, on venait de parler aussi du point G. On a parlé un peu de la stimulation vaginale, mais reste que la partie qui a plus de terminaisons nerveuses, comme on l'a dit, ça reste le gland du clitoris qui est à l'extérieur, donc dans la vulve. Puis c'est beaucoup une partie méconnue qui a des zones érogènes, beaucoup de terminaisons nerveuses dans les petites lèvres, là. Pas beaucoup de gens qui vont aller d'emblée stimuler des petites lèvres. On y pense pas, mais il y a beaucoup de zones érogènes sur la vulve. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont avoir un orgasme avec une stimulation du clitoris externe aussi. Ça, c'est vraiment dans la littérature. Oui, exact. Ouais. Tout à fait, mais je pense que tu amènes un bon point que justement, c'est non seulement on ne se limite pas à une stimulation qui est interne, mais on ne se limite pas non plus au clitoris. C'est quand même une stimulation qui est plutôt complète. Puis je pense qu'avec la douceur, mais également avec la lubrification qui vient avec la bouche, c'est quand même une stimulation qui peut être considérée comme tout indiqué sur une vulve. Parce qu'on peut aussi y aller avec les mains et tout ça, mais ça peut devenir de la friction rapidement. Peut-être que la pression peut rapidement devenir plutôt insistante ou forte, ou peut-être que la vitesse peut être mésadaptée. Ça va peut-être demander un peu plus de délicatesse ou encore une fois de quitter notre ami le clitoris pour mieux le retrouver par la suite. Avec beaucoup de lubrifiant, encore une fois, on a tendance à la conserver pour une pénétration avec un jouet ou un pénis ou autre, mais on peut l'utiliser pour la vulve. Mais je pense que la stimulation avec la bouche et la langue peut venir répondre à beaucoup de préoccupations là-dessus. J'aimerais revenir sur un truc que tu as dit, Morag. Tu as dit que c'est une bonne chose de dire à la personne que t'es correct si ça prend un peu plus de temps, puis que ça peut prendre le temps que ça prend, puis qu'il n'y a pas de pression, tu sais. Puis ça, je pense que c'est super important parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes avec des vagins qui ont internalisé, puis là, saying for a friend, là. Saying for Justin. saying for myself, pour elle, mais qui ont internalisé le fait que c'est compliqué, de me faire jouir ou de faire jouir une personne avec un vagin, puis que c'est long, puis qu'on ne sait pas comment faire. Ouais. Et donc, je l'ai déjà dit au podcast. Exact. Tu sais, moi, j'ai longtemps senti que c'était un peu comme une corvée de me faire jouir, que c'était long, que la personne...
tu sais, C'est un effort. que c'était un là. effort, Exactement. exact, puis que c'était pas nécessairement quelque chose qu'on pouvait revendiquer comme femme, comme personne avec un vagin. Donc, moi, c'est vrai qu'il y a une fois en particulier à laquelle je pense où on m'a dit ça. Où on m'a long? Non, au contraire. Une fois où on m'a dit ça me fait plaisir. Tu sais, je suis là pour ça. Ben, pas je suis là pour ça, mais comme ça me fait plaisir, ça me tente. Puis j'en parle, je m'auto-plug, mais j'en ai parlé dans une nouvelle que j'ai écrite dans le recueil Nuit magique. Oui. Puis c'est un peu de ça que je parle dans cette nouvelle-là, en fait. C'est comme cette fois-là où est-ce qu'on m'a dit ça, tu sais, ça... C'est OK, ça me fait plaisir. Puis ça a vraiment marché sur moi parce que tout d'un coup, je me suis pas sentie justement comme cette personne-là qui revendique quelque chose. Tu sais. Qui impose un peu l'action qui serait techniquement plate pour la personne qui l'offre. Là. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment une expérience qui est très commune avec des personnes qui ont une vulve, là, vraiment, vraiment, vraiment commun. Quelque chose que je rencontre aussi beaucoup dans mon expérience de travail. Fait que c'est comme une espèce de permission qu'on donne à la personne, en fait, de se détendre et de recevoir. Chose qu'on a peut-être de la misère à se donner quand l'action ne mène pas nécessairement de la pénétration ou qu'on a l'impression que l'action, en fait, n'est pas sur le corps de l'autre. Et donc, là, on prend du temps. C'est comme si on volait du temps à l'activité sexuelle parce que l'autre ne reçoit pas du plaisir. Puis en plus, c'est perçu comme un préliminaire. C'est perçu comme quelque chose d'un peu périphérique. Exactement. C'est juste la préparation à la pénétration. Tout à fait. Tout à fait, oui. Fait que c'est très, très, très important pour que la personne se détende, mais aussi pour ne pas avoir d'attente irréaliste parce que si on est stressé, tout ça, ben non seulement on n'aura pas de plaisir, mais si on se demande aussi, faut pas que ce soit trop long, faut que je vienne bientôt parce que sinon la personne, elle va se tanner ou elle va se fatiguer. T'es encore moins en capacité d'avoir du plaisir ou de venir. Parfois, il y a des personnes aussi que ça va les amener à faker un orgasme aussi pour limiter le temps, mais aussi donner la satisfaction parce qu'on voudrait tellement pas que l'autre soit blessé. Tu as fait une good job. C'est juste que moi, je n'étais pas là. C'est ça. Donc, dans les trucs et astuces, il y a s'assurer que la personne qu'on veut faire jouir est dans une bonne disposition psychologique. Ça vient à écouter la personne, la regarder, lui demander aussi, tu sais. Il y a des personnes que simplement le parler de sexualité va créer une excitation, donc va créer déjà un engorgement au niveau des organes. Donc, dès la simple stimulation, bien, la sensation va être vraiment plus intense. Il y en a que c'est long avant de venir à cette étape-là, puis c'est pas une anormalité. Non, c'est pas l'excitation rapide, l'orgasme rapide qui est normal. Il y a rien de normal, il y a rien d'anormal, si on veut. Oui. C'est d'en parler, toi, qu'est-ce qui t'excite, comment ça t'excite, puis juste le fait, tu le dis, tu as reçu une phrase qui t'a fait comme OK, je me laisse aller. Je me laisse aller. Oui, c'est ça. Pour revenir à ça. Mais c'est bien qu'on parle de la difficulté à orgasmer ou pour les femmes pour qui ça peut prendre plus de temps à orgasmer parce que quelqu'un nous demande pourquoi certaines personnes avec un vagin ou une vulve jouissent par la masturbation mais ont plus de mal à orgasmer avec un partenaire. Donc, c'est quand même commun. J'imagine que quelqu'un soit capable par masturbation de se faire orgasmer. Donc, masturbation en solo, là, on parle. Ben oui, tout à fait. De un, je pense que d'être capable, en fait, de bien connaître son corps, c'est une chose. De deux, avec soi, quand on connaît bien son corps, c'est très, tu sais, c'est une réponse directe. Fait qu'on se stimule, fait que c'est déjà plus facile de se diriger. Mais aussi, on n'a pas tous les facteurs, en fait, performance, de quoi j'ai l'air. Est-ce que la personne, justement, c'est long? Est-ce qu'elle trouve ça plate? Est-ce que la personne, elle va juste faire ça, puis elle va peut-être arrêter dans 3 minutes parce qu'elle va croire que c'est juste un préliminaire. Justement, des fois, ça peut être cette anticipation-là. Ou simplement parce que la personne, c'est la première fois qu'on la rencontre, puis ben on la connaît pas, puis on n'est pas très à l'aise, tu sais, puis ça demande un peu de dégêner, finalement. Même si on est tout nu, on est gêné, tu sais. Fait que oui, fait que ça peut être super multiple, mais il y a vraiment quelque chose au fait d'avoir tous les facteurs en place, en fait, pour un laisser-aller qui est bénéfique, en fait, à l'orgasme, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un réflexe musculaire. Ça demande une certaine détente et une contraction. Mais donc, il faut être suffisamment détendu dans ses muscles de corps, mais aussi dans son cerveau pour laisser place à. Pour les personnes qui sont particulièrement intéressées par ce que tu viens de dire, Morag, je vous envoie à l'épisode Orgasme si vous ne l'avez pas déjà écouté parce qu'on en parle beaucoup plus en détail, en fait, de c'est quoi un orgasme, c'est quoi cette réponse-là, comment ça fonctionne. En long et en large. Oui. Et en beaucoup de fou rire. Donc, je vous invite à l'écouter cet épisode. Un épisode chouchou. Aussi, avec tu sais, quand tu es tout seul,
le moindrement que tu t'en vas vers quelque part qui va moins te faire plaisir, tu vas changer de direction tout de suite, tu vas changer de manière, versus avec une autre personne que tu vas pas nécessairement lui dire tout de suite. Puis c'est facile décrocher. C'est facile de venir dans ta tête, de faire comme « Ah non, je vais le déplaire, je vais lui faire sentir qu'il fait pas la bonne chose. » Tu sais, tu te fais plein d'idées, puis c'est facile. Puis quand tu décroches un peu de ton laisser-aller, c'est difficile de reprendre. Je pense aussi que ce facteur-là de comme... Inconsciemment, on va y aller avec juste ce qui nous fait plaisir quand on se masturbe. C'est pas la même chose. Instinctif. Puis on a la petite routine aussi, on sait exactement comme c'est quoi les prédispositions qu'il faut qu'on ait. Des fois, on a notre jouet chouchou, notre vidéo chouchou. Tout à fait. Puis, tu sais, si on revient un peu aussi avec les mythes des... Je sais pas pourquoi C'est quoi ton fucking Je sais pas pourquoi j'ai acheté. Je pense que je t'ai trouvé T'as-tu cute. king shame? Non, Le je pense petit quand t'as vidéo dit chouchou. vidéo chouchou, on dirait que j'ai trouvé ça mignon. Puis t'as chouchou, l'émission. Oui, chouchou. Non, je t'ai juste trouvé chou. Avec le lien qu'on faisait quand même avec les ondes érogènes, tantôt, tu sais, on arrive quand même avec ces idées-là préconçues de qu'est-ce qui va procurer du plaisir, particulièrement à l'intérieur du vagin. Donc, ça se peut aussi qu'on ait ces idées-là préconçues de qu'est-ce qui devrait être le fun et donc qui devrait me donner, par exemple, un orgasme. Donc, si c'est arrivé à plusieurs personnes de peut-être vouloir travailler à obtenir un orgasme, par exemple, par la pénétration vaginale, tu sais. Puis oui, tu peux travailler à développer ton répertoire, tes sensations, tout ça, mais il y a une certaine limite. Puis si les choses deviennent un devoir aussi, il peut y avoir ces facteurs-là aussi avec quel état d'esprit je pars, en fait, quand je viens pour prendre mon pied. T'sais. Est-ce que je suis juste là pour prendre mon pied ou j'ai une mission à accomplir? Et donc, peut-être que je suis pas dans le plaisir totalement. Ce que tu veux dire, en fait, c'est de profiter du voyage puis pas de la destination, c'est ça? Oui. Mais c'était Eat, ça, pray, non? love. J'haïs bon. ça, cette phrase-là. Je la dis tout le temps, ça vient souvent Eat, à pray, ça. love? Non, profiter du voyage et pas juste de la Mais c'est pas destination. bête. Non, c'est pas bête pour En ça même que je temps, la mets à toutes les c'est- sauces. Ouais, moi c'est vrai, aussi. pareil. OK, puis là, on a une question super fondamentale. On l'a un petit peu abordée, mais voyons voir ce qui ressort. Comment ça marche concrètement un clitoris? Ça, c'est la question de Justin. Ah ouais? Oui, je pense que c'est toi qui l'avais ajouté. C'est une Puis bonne question. la sous-question, c'est vraiment une excellente question. Puis la sous-question, c'est est-ce que c'est encore correct de parler d'orgasme clitoridien versus orgasme vaginaux? What's up with that? En fait, tous les chemins mènent au clitoris. Moi, je dirais plus orgasme clitoridien interne ou orgasme clitoridien externe. C'est vraiment, tu sais, le clitoris, ça reste la partie avec le plus de terminaisons nerveuses. On va aller, tu sais, dès qu'il y a une excitation, dès qu'il y a une stimulation, il va se gorger, donc se durcir. Et avec une stimulation, il va venir à un orgasme. C'est comme ça que ça fonctionne, le clitoris. En fait, il va être en érection. Ouais. Tu sais, Ouais, quand ça. on se demandait comment ça fonctionnait, mais c'est ça, il va vraiment avoir une érection et donc stimuler comme un pénis à donner à une stimulation qui peut mener à l'orgasme techniquement. Mais non, le clitoris n'est pas un mini-pénis. Non. Oh non. Comme le pénis n'est pas un géant clitoris. Oui, exactement. a C'est pas exactement Pourquoi la Il y a même cette structure. bonne croyance. Ah ouais, Exactement. Ah ouais, cette phrase-là, Oui. le clitoris, c'est comme un mini-pénis. OK, on peut comparer certaines... Tu sais, c'est comme le capuchon du clitoris. On peut le comparer au prépuce, au niveau des rôles, au niveau des structures, mais... Tu sais, le corps féminin a beaucoup été étudié en tant qu'une variation du Ouais. corps masculin. Donc, des fois, la comparaison, je suis comme... Pas tout de suite. Ah ouais, c'est un C'est raccourci, là. C'est un peu réducteur. Ouais, tu sais. c'est ça. Mais donc, puisqu'il chevauche, en fait, le vagin, dès qu'on a une pénétration vaginale, donc un orgasme vaginal, il ne se fait pas sans le clitoris. T'sais. Le clitoris est nécessairement impliqué. Fait que j'ai envie de dire que la dichotomie est cancel de est-ce qu'il y a un orgasme clitoridien ou pas. Puis je suis d'accord avec toi, peut-être qu'on devrait peut-être différencier les stimulations externes ou internes. Puis on peut même se demander si c'est encore nécessaire plutôt de différencier. Puis aussi, je voulais juste rajouter, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont au courant, mais peut-être pas tout le monde, mais le clitoris, on a documenté environ 8000 terminaisons nerveuses. Il y en a probablement plus, mais il y en a 8000 qui sont comme documentées efficacement. Donc, it's hard at work, Pour, littéralement. Pour comparer, mettons, j'en ai combien sur mes doigts? J'ai aucune idée. Pour vrai, Je sais pas. Ah, je pensais que Je vous sais alliez pas. comprendre. C'est correct. J'adorais le fait.
Mettons. Mes doigts. Ça, t'es-tu On capable de dirait me que dire t'étais comme comment? dans Bring It On. Avez-vous la rêve? Tout à fait. Ah, et moi, j'étais plus dans les doigts dans Spy Kids. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de références. Oui, OK, On n'a OK. pas toujours les mêmes. Il y a beaucoup aussi des sensations différentes. Il y a des études qui ont vu que, avec des imageries, que juste la pénétration pouvait appuyer sur le clitoris, puis c'est ça qui faisait que c'était plus stimulé. Encore là, ça va dépendre. Il y a des clitoris qui vont être plus proches de la paroi du vagin, il y a des parois de vagin qui sont plus minces. Donc, c'est pas les mêmes sensations que les personnes avec un vagin vont avoir. Et il y en a beaucoup aussi que c'est juste l'idée de la pénétration. Il y a une association avec une sorte de dominance. Le fait d'avoir une pénétration vient avec une idée excitante. Donc, ça peut aussi mener à un orgasme, juste l'idée. L'excitation, Oui, la c'est ça. L'excitation va Le accompagner la principe. stimulation, tout à fait. Genre le symbole de Oui, se c'est faire ça. mettre, de se Exactement. faire de se faire, dominer, c'est ça, d'être vulnérable, de te faire posséder, ben ça peut exciter puis ça peut mener à un orgasme. Donc, le geste de la pénétration peut aussi nécessairement... Être un élément Puis d'excitation. le plus grand organe sexuel, c'est le cerveau. Exactement. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tellement on l'a vrai. déjà... Oui, Ouais, ben on oui, l'a c'est déjà vrai. dit. On l'a déjà dit au podcast, oui, c'est vrai. Ah. Je pense Donc, que c'est même c'est Morin prouvé. qui l'a déjà dit. Je pense que oui. Docteur Morin. Docteur Morin. Mais c'est vrai que... Parce que la majorité des personnes qui ont des vagins ont plus de facilité à venir par la stimulation externe et Ouais. non juste par une pénétration. Oui, parce que, encore une fois, c'est ça, le gland du clitoris a beaucoup plus de terminaisons nerveuses, a beaucoup plus de sensibilité, plus facilement accessible aussi. Donc oui, d'habitude, les gens ont beaucoup plus de facilité à venir avec une stimulation externe. Mais encore une fois, je pense que comme tu l'as bien dit, tu sais, même on peut commencer à essayer de décortiquer les actions sexuelles, même quand tu as une pénétration. Non seulement le clitoris est stimulé à l'intérieur, mais il peut aussi être stimulé à l'extérieur dès qu'il y a un frottement, dès qu'il y a un contact. Donc, ça devient vraiment difficile, finalement, même de différencier exactement quand est-ce qu'il y avait une pénétration pure sans aucunement qu'on ait touché au gland du clitoris, par exemple. Quasiment mission impossible, tu sais. Tous les chemins mènent au clitoris. Oui, c'est ça. J'adore ça, je Mais vais il y a garder tellement ça. de quotes que tu as dit que je verrais sur des t-shirts avec des belles illus, genre de Tout poudre. à whatever. fait. Non, mais ça me gosse parler d'orgasme vaginal. Ouais. C'est pas... je trouve que ça Il y a aussi ça une hiérarchie complexe. aussi, Oui, un peu, c'est- comme on sous-entend que l'orgasme vaginal va être plus mature. C'est ça. Fait que ça complexe Ouais. vraiment les femmes. C'est comme si, t'es vraiment chanceuse si t'es capable d'avoir un orgasme Ouais. en stimulation vaginale. Ouais. Comme si toi, t'avais soit des capacités de plus que moi, soit que t'étais super chanceuse puis que t'étais mon objectif. Ouais, la tu sais. Mais loterie ça de se la peut vie. que ça marche pas pour toi parce que c'est... tu sais, on a parlé beaucoup, mais les terminaisons nerveuses, toutes les sensations sont différentes. Donc, ça met une pression de différencier puis de mettre en catégorie les Ben, orgasmes. tout à fait. Puis ça remet aussi l'emphase sur à quel point on a tendance à justement venir banaliser en fait la pénétration comme peut-être la seule méthode d'excitation. Tu sais, en fait, ce que ça nous dit surtout que les orgasmes se passent beaucoup à l'extérieur du vagin, c'est que les stimulations autres qui stimulent l'extérieur du vagin sont tout aussi, voire plus importantes, en fait. Puis si on va plus loin J'adore ton que ça... sourire. Non, mais tu sais, Oui. je sais... Tu sais, Oui. c'est parce que ce que ça sous-entend, ultimement, c'est qu'on n'a pas besoin de pénis pour venir, en fait. Ben non, puis je vous inviterai encore C'est- à retourner dans un des articles de Dr. Léa Séguin qui nous Bon, est tu sais, sorti, t'es-tu en obsédée? fait. Ben, c'est ça. T'es-tu ça, stalker? C'est ça. J'ai le fan club, c'est moi qui l'ai parti. Non, mais c'est vrai, on a la chance d'avoir du beau contenu sur Ouais, notre site. c'est vrai. Puis je trouve ça important de citer le travail des autres, mais qui a en fait un sondage auprès de notre communauté, mais qui s'avère aussi, en fait, qui a été confirmé par d'autres études, comme quoi il y avait justement le gap orgasmique, en fait, de démontrer que finalement les femmes hétéros, comparativement aux personnes non-binaires ou également aux femmes homosexuelles, je pense que c'est dit comme ça dans le truc, mais avaient moins de chances d'avoir d'orgasme, en fait. C'était vraiment la catégorie. Puis ça parle, en fait, pas nécessairement du fait que le grand coupable, ça va être l'homme hétéro avec qui ils ont des relations, mais ça démontre à quel point les scripts dans les relations hétérosexuelles sont pas du tout adaptés au plaisir, en fait, d'une personne qui a une vulve ou un vagin, à quel point on ne considère pas les actions, justement, externes, qui sont très, très, très importantes pour le plaisir, voire l'orgasme vaginal. Et j'ajouterais, parce que moi aussi, je l'ai lu, l'article de Dr. Léa Séguin, c'est pas juste Morag, qui tripe dessus, Pas juste moi que c'est. mais c'est qu'elle disait que l'espèce d'idée préconçue par rapport à ces statistiques-là, c'est qu'une femme lesbienne
a le même appareil génital Oui, tout à fait. que sa partenaire, donc ce serait plus facile. Exactement. Mais c'est pas ça, non. en fait. Ça serait faux de penser ça. C'est vraiment plus une question de défaire le script et peut-être de décentraliser la pénétration de la relation, finalement. puis Exactement. Ouais, Tout à de fait. la relation sexuelle, quoi. Oui, tout à fait. J'ai reçu un message sur mon iPad, Justin. Il y a 2300 terminaisons nerveuses par centimètre carré de peau sur la pulpe de tes doigts. Ah Ok. par centimètre carré. Fait que 2300 versus 8000. D'accord, Ouais. Ça fait quoi tes doigts? Toi, tes doigts. Et mes doigts sont plus proches de ok, mon mais attends, clitoris. j'essaie juste de voir combien il y a de centimètres carrés sur le bout de mes doigts, là. Mais il y en a plus Ben, dans c'est un un, clitoris. Oui. C'est Oui, ça que parce je dois que comprendre. ben, t'as ta tête surtout, là. Ton gland. Ok, je comprends. Parfait. Donc, le clitoris est à peu près 3 fois plus sensible que le bout de nos doigts. C'est quand même fou. Mais moins irrité aussi par la vie. Tu sais, les mains Oui. sont exposées à beaucoup Oui, d'agents, c'est donc ça, sont puis recouverts. Fait que Pendant c'est sûr que que la tu te peau est moins. plus épaisse des C'est doigts. ça. que- Il y a beaucoup d'autres facteurs influents. Sorry, not sorry. Sorry. Na, 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 na. Pourquoi on fait pas un épisode sur le gland? Juste le gland. Mi. La guerre des glands. La ça serait guerre bon des quand même. Oh my God. Wow! Un Ah, autre mon chandail, Dieu. la Ça guerre serait... La guerre ouais. des glands, ça serait Ouais. excellent. On devrait faire un jeu. Oui, exact. Ouais. Bon, ben, je pense que c'est l'heure de la question qui twerk. Oh my God, c'est la question qui twerk. Si vous aviez à donner un petit nom cute, ou pas, à votre vulve ou votre vagin, ce serait quoi? Oh mon Dieu! Ah, mon Dieu! Hey, mais ça, c'est intéressant, tu vois, parce que la première question que je me suis posée, puis là, je sais pas si je vais faire l'exercice avec moi nécessairement, mais peut-être si j'ai à réfléchir à ce serait quoi une démarche. Tu sais, t'as dit cute, puis là, je suis comme, est-ce que j'ai envie que ma vulve ou mon vagin Ben oui. soit cute ou je veux que ça soit, tu sais, powerful, C'est ça? Michelle Obama, tu sais? Ouais. Je suis dans quelle vibe? Fait que ça s'appellerait Michelle Obama. Peut-être, c'est ça, peut-être. Mais tu vois, fait que je suis comme... Je pense qu'il y a un persona qui est peut-être pas nécessairement cute parce qu'en fait, il faut que je le dise, ça me fait penser en fait à tous les espèces de synonymes ou de mots qu'on utilise pour parler de la vulve et du clitoris, comme le bourgeon, comme la moule, comme le... La chatte. La chatte, mais tu sais, tous des noms La mignons, La mignonnes, mais qui viennent me titiller dans le mauvais sens du poil, Ok. là, qui me rendent inconfortable parce que justement, c'est comme tout... Fait que... Oui, une Ok. petite Fait que fleur. peut-être que j'aurais envie... Oui, c'est ça, une petite fleur. Ben, Fait que peut-être crisse que j'aurais le envie feu de à ça. m'éloigner. Ben, ouais, c'est ça. Je sais pas, mais je comprends. Je pense que si je le verrais sur À une quel point broderie, c'est problématique. ben quand c'est Ben, moi, je la trouve problématique. Ah oui? Ah Mais non! On Ouais, est c'est la beaucoup première fois que dans... la question qui twerk à la table. Mais j'aime ça. C'est la Ah, première c'est fois la qu'elle question. fait ça. controversé. Je voulais Non, mais pas la on- nommer. Mais le twerk aussi. Ben, est appelez-la controversé. vulve. Oui, Oui. c'est ça. On a beaucoup mentionné que on était gênés de dire les mots. Ouais. Donc, ça fait un peu passer à côté du Oh. mot vulve. à Vulve. fait. Vulve. On pourrait le dire tout ensemble. Ah oui. Vulve. Vulve. Et- Wow. Puis aussi, on est beaucoup aussi dans la variation d'écouter la personne, donc d'identifier. Je trouve que ça remet dans une catégorie où ça remet à se garder dans une voie. Oui, tout à fait. Je Mais suis je suis plate, d'accord. hein, Ben, c'est mais bien correct. non, ça, j'adore cool, je l'avais- ça. Moi, je l'appelais Églantine, mais whatever. Il voulait juste le plugger. Mais à la lumière dans de le tout fond. ce qu'on a dit, on dirait que je l'appellerais plus genre Golinda. Glinda. J'adore. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on passe pas assez de temps à l'appeler vulve. Fait que commençons par ça, Après, à se on va familiariser pouvoir parler de avec Glinda. notre vulve. Et après, on lui donnera un petit nom. Ah, ben... Bravo. Ben, call her by her vulve. Call her by her name. Cool, ben merci d'avoir été là. J'adore. Merci. Plaisir, c'était vraiment le fun. C'était Oui. vraiment le fun. Ouais, j'ai le sourire aux lèvres. Ouais. Hey, on continue. Lesquels? Je vais Lesquels? sourire aux petites lèvres. À quoi tu jouis est une production du Club Sexu. À la réalisation et à l'animation, Justin Roy et Laima Abouraja-Gérald. Nos invités étaient Vicky Mercil et Morag Boson. Chargée de projet, Anne-Marie Soucy. Gabriel Vigneault-Gendron a fait le montage et le mixage. La musique originale est signée Mike Clay. Un grand merci à Geneviève Bergeron pour sa vision. Au son, Paloma Daris Bécotte. À la direction artistique, à l'éclairage et à la captation vidéo, Samuel Barriot.
Merci à Malinky, nos merveilleux voisins qui nous prêtent gentiment leur équipement pour l'éclairage. Un merci tout spécial à Feu Eco, des bougies de soya faites au Québec, de rendre cette saison 5 possible.